Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis cet échange improbable entre les deux intervenants que vous venez d'avoir, les deux intervenants au sein de l'EFAP d'ailleurs, et vous-même, j'espère que ça vous a plu. Ça montre aussi un petit aspect un peu plus décontracté. On peut être de grands professionnels et être décontracté quand même, c'est compatible. Donc voilà, ils vous ont donné un peu les coulisses, comment ils vous voient, mais aussi comment eux ils fonctionnent, et je crois que vous avez pu découvrir ça. Alors maintenant, on va changer totalement d'univers, totalement peut-être pas d'ailleurs, mais quand même, complètement quand même, d'univers, puisqu'on va aller vers l'univers du rap. Jingle.
Alors voilà, il s'appelle Fif Tobossi et j'ai presque pas envie de le présenter. Pourquoi? C'est parce qu'il est multifacette. Bonjour Fif, comment vas-tu? Bonjour Alain, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ça va, franchement je suis super content d'être là. Ouais, bah ok, nous aussi on est ravis. Puis en plus tu sais que tu as une grosse responsabilité parce que tu es le dernier intervenant de toute notre semaine. Donc, je t'ai mis un peu de pression là. Ouais, bah un peu de pression. Si je dois clôturer le bal, faut que je sois fort, faut que je sois bon, faut que je sois intéressant. Absolument, mais t'es habitué à la pression. Donc Fif, voilà, si je devais quand même résumer c'est tous ces territoires et ces univers, je dirais entrepreneur, je dirais vidéo et je dirais rap. Ça te va? Ouais, ça me résume assez bien. Alors, à toi de nous dire maintenant, un peu plus en détail, qui es-tu et surtout tout ce que tu as pu faire à partir justement du rap, mais tu vas nous expliquer. Ouais, je vais essayer de synthétiser parce que l'histoire est longue, l'histoire est grande. J'ai 20 ans d'histoire dans le rap et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de synthétiser au maximum pour que les gens puissent un peu comprendre. Donc moi, c'est Fif Tobossi, j'ai 38 ans, donc je suis né à Évry-Courcouronnes. Et j'ai commencé, moi, ma passion, c'est le rap. Ma vie, c'est le rap. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai du mal à me définir. On me dit, qu'est-ce que t'es? Je fais, ouais, après, je dis, je suis un passionné. Je suis un passionné qui entreprend des choses. Donc, moi, de base, alors, je vais expliquer pourquoi je suis super content d'être là, super heureux d'être là. Si on peut me balancer le premier document que je vous ai envoyé pour que les gens puissent comprendre et capter un peu. Voilà. Alors ça c'est mon bulletin scolaire, donc en BEP comptabilité. Juste avant j'avais fait un BEP en 2 ans hôtellerie et une année sommellerie, et ça c'est mon bulletin. Donc comme vous pouvez voir, ça ce sont mes appréciations. Donc ce sont mes appréciations que j'ai eues tout au long de ma scolarité, en fait, du CP jusqu'à ce que j'arrête l'école en 2004. Et comme vous pouvez voir, là où j'étais bon, là où je me sentais bien et là où j'étais très 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 bon, c'est l'EPS. Et donc, même en EPS, voilà, j'arrivais à avoir un mais. Donc, voilà, moi, voilà, l'école, c'était pas trop mon truc. Moi, j'avais un truc, la passion. Par contre, j'aimais le rap. Ouais. Le rap, c'était mon truc. Depuis que je suis petit, c'est le rap. J'écoute du rap depuis que je suis petit. Et j'ai toujours aimé ça. Et on peut envoyer, s'il vous plaît, le deuxième document que on peut le laisser pour les étudiants, non? Ils ont dû faire des captures d'écran, à mon avis. Bon, on va passer au deuxième document. Voilà. Ça, c'est moi dans ma chambre. Premier selfie. Voilà, bon, j'ai plus pris mes narines en photo, mais c'est pas grave. C'était avec un appareil photo jetable, donc j'avais pas spécialement le recul. C'était il y a combien de temps, Fif? Ça, alors on est en 1999 exactement. D'accord. Donc j'ai 16 ans. Donc je suis dans ma chambre et ma chambre elle est tapissée de posters de rappeurs. Donc voilà, moi mes rappeurs c'est mes héros. T'es dans ton univers. Je suis dans mon univers. Moi j'étais bon, moi c'était le rap. J'écoutais du rap tout le temps, c'était le rap. Donc ma chambre il y avait des posters de tout le monde. Donc t'as 113, Mafia qu'un fric, Kerry James, Lunatic, bref tous les grands groupes de rap de l'époque. Donc moi j'écoute que du rap, je fais que ça, c'est que le rap. Et on va envoyer aussi la deuxième photo, s'il vous plaît. Et voilà, et ça c'est moi dans ma chambre, donc magazine de rap, il y a le journal Le Parisien à mes côtés. Il y a 2 chaînes IFI, il y en a une qui est sur l'étagère et puis une autre sur la petite table, donc avec des cassettes à l'intérieur, prêtes à être enregistrées parce que j'écoutais beaucoup la radio. D'accord. Donc dès qu'il y avait un son qui passait, il fallait que je sois prêt à appuyer sur enregistre parce que à cette époque-là, on est encore en 1999, il n'y a pas toutes les plateformes de streaming et d'écoute, donc si tu voulais écouter ton morceau préféré, il fallait attendre devant ta radio pour pouvoir enregistrer. Donc c'est ce que je faisais tout le temps. Et je lisais les magazines, voilà, je lisais. J'aimais pas lire de livres, j'en ai presque jamais lu, en fait, à cette époque-là. Mais je lisais tous les magazines. Il y avait près de 10 magazines qui sortaient par mois. Et moi, Qu'est-ce que tu aimais lire dans les magazines? Tout. J'ai les interviews de mes artistes préférés, en fait. Ouais. Je lisais, il y avait des longues interviews fleuves, il y avait des chroniques, il y avait tout. Je lisais tout. D'accord. Parce que voilà. Donc, je lisais pas de livres, mais par contre, les magazines, je lisais. Donc, ça m'a appris, je lisais quand même, donc j'apprends des mots, j'en prends sur la vie des artistes et tout. Et donc de là, j'en fais, forcément, ça devient ma passion puisque je fais que ça, exclusivement que ça. Je suis pas bon à l'école du tout. Et même ma mère, ça me rappelle, ma mère me disait, ouais, si tu connaissais autant les paroles de rap que tes leçons, tu serais premier de la classe. Donc c'est bien une maman. C'est une maman, donc elle s'inquiétait pour moi, elle voyait que les notes ne suivaient pas. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, j'avais la bénédiction de ma maman parce que quand j'ai arrêté l'école en 2004, je lui ai dit, j'ai envie de faire mon truc, quoi. Mais je remets un peu dans le contexte, Internet c'est pas développé, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion, Instagram, Twitter, tout ça, ça n'existe pas du tout. Donc il n'y a rien du tout. Et à ce moment-là, donc on est en 1999, il y a un gars de mon quartier qui en 2002 lance un petit site de rap pour faire connaître un groupe de rap du quartier.
Et moi, j'ai toujours avec moi, tout le temps, constamment, j'ai un appareil photo sur moi et une caméra. Parce que mon père, qui était docteur, aimait nous prendre en photo. Chez moi, j'ai des tonnes, j'ai une mallette de photos depuis que je suis petit jusqu'à l'adolescence. Ma mère aussi a une caméra, donc j'ai été élevé dans ce côté image, caméra, photo. Donc pour moi, c'est normal d'avoir une photo. C'est pour ça que je me prends en photo. Là, on est en 1999. J'ai pas pris la photo pour les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Donc j'étais vraiment en train de lire. Et donc, quand on me prend en photo, c'est parce que c'est normal. Donc là, il y a deux grands éléments dans ta vie à ce moment-là, c'est-à-dire rap plus photo quand même, plus une image, on va dire. Image, exactement. Franchement, je pense que si j'avais continué dans la photo, je serais un très grand photographe aujourd'hui. Ouais, c'est possible. Mais bon, les croisés, comme diraient les footballeurs, voilà, je me suis fait les croisés. Et du coup, voilà, il y a un ami à moi qui monte un site internet. Et moi, comme je filme beaucoup, donc à ce moment-là, il y avait un rappeur de mon quartier très connu qui passait à la radio, à la télé, Olkinry, qui s'appelle Olkinry. Et donc, moi, je le suis, donc j'ai des images de lui. Et je dis à mon gars, bah tiens, j'ai des images, bah tiens, on peut les mettre sur le site. Et quand tu le suis, c'est-à-dire qu'il t'avait rien demandé, c'est toi qui as décidé de le suivre et de prendre des photos ou des vidéos. Exactement, parce qu'il sort son premier album en 2001 et on a la chance, à ce moment-là, on avait la chance d'avoir un rappeur connu dans notre ville. D'accord. Parce que tous les rappeurs que j'écoutais, bah, ils étaient tous des autres départements. T'étais dans quelle ville, Philippe? Moi, je suis né à Évry-Courcouronne. Ouais, donc t'es toujours dans cette ville. Ouais, exactement, dans le 91. Et donc voilà, là, c'était la première fois de notre vie qu'on avait un rappeur dans notre quartier qui était super connu, qui avait une couverture médiatique nationale. Donc du coup, voilà, donc moi, je suis avec lui, j'ai des petites images de lui et je décide de les publier sur ce site-là. Et voilà, à notre grande surprise, ça prend. Il y a des gens d'autres villes qui regardent la vidéo, qui parlent, j'habite dans telle ville, j'ai vu votre vidéo et tout. Donc cette aventure-là avec ce collègue-là a duré 2 ans, donc en 2004. Et faut savoir que à cette époque-là, bon, moi je faisais que ça. Mais mon collègue, lui, il avait l'école à côté. Donc moi, j'étais consacré 100% au rap. C'est-à-dire que moi, tous mes copains étaient à l'école. Et pour remettre aussi dans le contexte, à cette époque-là, quand tu n'as pas de bac, pas de diplôme, bah, grosso modo, tu peux pas réussir dans la vie. C'est pas beaucoup de perspectives. Pas beaucoup de perspectives. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a arrêté l'école en CM2, il peut devenir un millionnaire. Donc, même quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui sait pas parler, aujourd'hui, il peut devenir riche parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de choses et tout. Mais à l'époque, si tu n'as pas de diplôme, ta vie sera forcément un échec. Et donc, du coup, moi, j'ai que cette passion-là et je m'y mets à fond, sans me dire que je peux en faire un business. C'est juste que voilà, je suis animé par cette passion-là. Et donc, du coup, l'aventure avec Romuald, il s'appelait Romuald, s'arrête en 2004. Mais moi, j'ai envie de continuer parce que je commence à traîner un peu partout, dans les studios, à la radio, dans les salles de concert. Je vais à Châtelet juste pour sentir la vibes hip-hop et tout, parce qu'à Châtelet, il y a plein de magasins de rap qui vendent des vinyles, des CD ou même des habits et tout. Donc, il y a tout un univers hip-hop et rap à Châtelet. On traîne beaucoup là-bas. Et puis, comme Internet commence à se développer de plus en plus et que je trouve ce monde intéressant, j'ai envie de continuer l'aventure. Donc c'est à ce moment-là qu'avec deux associés, deux collègues, Amadou et Alexis, on lance bouscapé.com qui aujourd'hui est le plus gros site de rap. Explique-nous l'idée, comment vous avez eu l'idée et puis vous vous êtes dit quoi en fait? L'idée, elle vient de faire un média pour parler des rappeurs qui ont peu de visibilité, parce qu'en fait, c'est ça l'origine. C'est que du coup, en fait, ça part de... Comme Olkinry, c'est un rappeur de mon quartier, et que j'estimais qu'il n'avait pas autant de visibilité par rapport à son talent. Moi, ça m'embêtait, ça me faisait chier. Donc, du coup, je le filmais, j'en parlais partout, je placardais ses stickers partout, je parlais de lui partout, parce que je voulais qu'il soit encore plus connu, je voulais qu'il pète, qu'il devienne une superstar, comme les autres rappeurs. Et du coup, voilà, donc en fait, l'idée de Bouscapé vient de là. Et ce qu'on a ramené avec Bouscapé, donc bien avant YouTube et Dailymotion, comme j'aime dire, c'est qu'on est le premier site à être un site de vidéo. En fait, dans Bouscapé, sa particularité, c'était des vidéos. Des vidéos qu'on filmait nous-mêmes. Donc, on allait à la rencontre des rappeurs, en studio, sur le tournage de clips, à la radio, etc. Donc, c'est ça qu'on a ramené. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime et ce qui m'anime, c'est faire des beaux projets, marquer un peu. Parce que moi, en fait, moi, comme j'ai que ça, enfin, j'ai que cette passion-là, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, mais j'ai ma passion. Et ce truc-là, on peut pas me l'enlever. Et donc, j'aime créer des nouvelles choses. Voilà, j'ai fait un site en 2002, puis après, Bouscapé, on a lancé en 2004, qui continue encore aujourd'hui. Et qui marche toujours bien. Et qui marche toujours bien. J'ai fait de la radio à Génération FM en 2006. J'en ai fait à Move pendant 5 ans. J'ai sorti un bouquin en 2014. Et j'ai fait un documentaire sur les femmes dans le rap. Donc, je suis en plein dedans. Et d'ailleurs, on a 2 extraits. Est-ce qu'on peut les passer ? Ouais, au contraire, avec plaisir. On va se passer le premier extrait des femmes du rap, la vidéo de 2 minutes.
On entend souvent dire que le rap est un milieu réservé aux hommes et que les femmes n'y sont que des figurantes. J'en ai suivi 5 à des postes clés pour qu'elles me montrent la réalité de leur travail dans le rap français. Il faut de la douceur, il faut de la compréhension. Là où un homme peut être plus rentre-dedans, nous, on va amener d'autres choses. Pauline, elle est connue pour faire un super taf. Le truc homme-femme, la question s'est jamais posée en ces termes en vérité. Vous êtes dans votre personnage, ok? Et tout le monde va être au top. On voit tout le monde, tous les visages. Donc envoyez-moi du lourd. Mais c'est pas un genre qui définit qu'on a envie de travailler ou pas avec quelqu'un. En fait. Il faut passer le cap, mais que tu sois un homme ou une femme en fait, c'est une force plutôt qu'une tare. On représente quelque chose de très important dans la société française. Ce qui nous relie, c'est pas le fait qu'on soit des femmes, c'est plus le travail, c'est plus des valeurs et c'est l'univers dans lequel on évolue. C'est vrai que la femme aujourd'hui, en général, est souvent traitée de manière sexualisée. Les nanas sur Insta, elles se dévoilent un peu trop. C'est les émissions de télé où t'as que de la vulgarité. Et, donc ce n'est pas du rap. Je pense que c'est une question de comportement. Si tu es là pour bosser, ils vont sentir que tu es là pour bosser, tu pourras bosser. Si tu es là pour pécho des rappeurs, tu vas peut-être pécho des rappeurs, mais tu n'es pas là pour bosser. C'est vraiment une question de comportement. Quand tu es une femme, j'ai quand même constaté qu'il fallait travailler plus. C'est pas lié au rap, c'est pas lié, enfin c'est la société en fait. Maintenant, s'il s'agissait de partir dans du féminisme ou vraiment se battre pour les femmes, pourquoi pas? J'essaye en étant moi, en étant professionnelle, en prouvant que c'est possible d'être une aînette, de s'imposer, de faire des choses. Les femmes sont moins payées, les femmes sont moins représentées, les femmes sont moins des postes clés d'exécutifs. Donc forcément, tu mets plus de temps à gravir les échelons. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire, qu'un garçon peut faire et que moi je ne pourrais pas faire, il n'y a rien. Enfin, on a envie d'être jugé pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour nos idées, et pas uniquement pour ce qu'on représente. Dis-moi, c'est universel ce que tu as raconté là, c'est-à-dire c'est pas spécifique au rap. Exactement, je vais raconter pourquoi j'ai voulu faire cette série. C'est parce que, en fait, j'en avais marre depuis tout ce temps qu'on associe rap à misogynie. Qu'on dise le rap est un milieu misogyne. Et à chaque fois qu'on parle du rap, on disait voilà, les femmes sont maltraitées, etc. Et à chaque fois, on disait ce terme était exclusivement lié au rap. Alors que quand on se rend compte, pas du tout, en fait, c'est la société qui est comme ça. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, à chaque fois, on parle souvent des femmes dans le rap, on leur donne jamais la parole. Donc je me suis dit, je vais leur donner la parole parce que moi, je les côtoie au quotidien. C'est des amis depuis 10 ans, 15 ans. J'ai beaucoup d'amis dans le rap et femmes. Et puis, on se côtoie au quotidien. Donc je me suis dit, je vais leur donner la parole. Voir si elles ont vraiment vécu des choses misogynes ou sexistes. Moi, je connais pas leur vie. Ça se trouve, elles ont vraiment vécu des choses. Et en leur donnant la parole, elles me disent toutes, dans le rap, j'ai jamais vraiment vécu de choses. Pas plus qu'ailleurs. Par contre, ailleurs, dans d'autres domaines où j'ai été, c'était super violent. C'est le monde à l'envers, là. C'est le monde à l'envers. Et après, donc moi, quand je fais cette série, c'est avant tout ce qui est MeToo, Balance ton port et tout. Ouais. Et donc après, il y a tous ces scandales-là qui éclatent. Jusqu'à encore aujourd'hui, on entend toutes les semaines, alors on entend des choses incroyables. Et je me dis, par contre, tous les autres milieux, que ce soit dans le cinéma, dans la politique, on ne dit jamais que ce sont des milieux misogynes. Alors qu'il se passe vraiment des choses terribles là-bas. Et donc, du coup, j'avais envie de montrer que, OK, dans le rap, il peut y avoir des comportements déplacés, etc. Mais ce n'est pas que le rap, c'est la société, malheureusement. Et c'est comme ça en faisant ce genre de trucs, qu'on va changer les choses. Et j'avais envie de faire, un peu faire connaître mon milieu à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le rap et qui voient le rap que par le prisme des femmes qu'il y a dans les clips. Donc, voilà. D'accord. Donc, il y a une deuxième vidéo. Avec plaisir. On va envoyer la deuxième vidéo, du coup. On entend souvent dire que le rap est un milieu réservé aux hommes et que les femmes n'y sont que des figurantes. J'en ai suivi 5 à des postes clés pour qu'elles me montrent la réalité de leur travail dans le rap français. Ça a été? Oui, nickel. Merci beaucoup d'avoir revu. Ça va? Tu vas bien? Tranquille? C'est des gens, ils sont ronds. C'est des artistes. Il faut des gens carrés à côté des gens ronds, sinon c'est... Pardon. Et même les rappeurs qui a priori sont les plus gangs sont entourés de femmes qui prennent des décisions et elles sont respectées. Il faut qu'on nous voit plus, il faut que les gens s'habituent à nous voir et à nous entendre parler de rap et de plein d'autres choses. C'est bien parce que Fils nous donne la parole, mais en même temps je me dis pourquoi il n'y a pas une femme qui le fait, tu vois? Bah ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir venir le dire devant ta caméra.
Voilà. Superbe, donc c'est la suite. Donc ça c'est la Suisse, la saison 2. Donc en fait à la base voilà, j'avais envie de faire un long documentaire et tout. Je bosse dessus mais c'est très long. Mais voilà, ce que j'avais envie de montrer, c'était montrer tous ces portraits. Il y en a 10 en tout avec ces 2 saisons. Mais il y a énormément de femmes dans le rap qui bossent, qui font des choses, qui sont avec des rappeurs et qui, comme le disait J.F., qui prennent des décisions et tout, qui sont super importantes. C'est ça. Donc c'est ce que j'avais envie de montrer. Et surtout, l'idée pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est parce que j'ai une fille de 11 ans et que j'avais envie aussi lui montrer des modèles de femmes qu'il y a moi dans mon milieu. Comment elle a réagi, ta fille, quand elle a vu ça? Ma fille, elle est super contente. Parce que ma fille, des fois, elle vient avec moi. Des fois, quand je suis en galère pour la faire regarder, elle vient avec moi. Et à chaque fois, je dis, ouais, papa, je vais être la seule fille et tout. Et donc, elle n'est pas à l'aise. Je dis, non, t'inquiète, tu auras des filles, tu vas voir. Et du coup, elle est contente voilà, que j'ai fait ce documentaire. En plus, il y a Aya dans la saison 2. Donc, ma fille est fan d'Aya Nakamura. Donc, c'est cool. Et comme je sais, j'ai tenu à en parler aujourd'hui à l'EFAP parce que je sais qu'il y a énormément de femmes à l'EFAP. Tu m'as dit 97% de femmes. Et je sais souvent, j'ai assisté des fois à des conférences à l'époque et il y a plein de femmes qui disent j'ai envie de bosser dans le rap, mais je ne sais pas si j'ai ma place dans le rap. Ouais, d'accord. Et parce qu'elles ont peur, elles appréhendent parce que elles ont soi-disant c'est un milieu de bad boy et tout, alors que pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait cette série pour montrer que c'est cool. Il y a aussi des bad boys, mais pas plus qu'ailleurs. C'est ce que tu dis, toi. Il y en a aussi. Il y en a. Ouais. Me dire, en fait, mais elles ont ce prisme, elles se disent le rap c'est violent, j'ai peur, je peux être accepté. Non, le rap c'est si tu. En fait, j'estime que c'est le seul milieu où, tant que tu es passionné, si tu aimes et si tu fais le taf, eh ben, tu es la bienvenue. Là où il y a dans d'autres domaines, il faut avoir des connexions, il faut être adoubé par quelqu'un et tout. Là, tu es passionné, tu t'y connais, et ben, tu es la bienvenue. Donc la clé, le code d'entrée, c'est la passion, en fait. C'est la passion et connaître son sujet. Donc, c'est plus ouvert, quelque part, que d'autres... Typiquement, il y en a pour accéder à certains milieux, il faut avoir passé le diplôme, déjà payer l'école, passer des diplômes ou être adoubé par quelqu'un, etc. pour monter dans les échelons. Alors que le rap, le seul critère, c'est est-ce que tu es bon ou pas. C'est tout. Le reste, on s'en fout d'où tu viennes, ta religion, ta couleur de peau, parce que là, il y a de plus en plus de rappeurs qui viennent. Avant, c'était très Paris et Marseille. Ouais. Maintenant, il y a des rappeurs qui viennent de villes que je connaissais même pas et qui sont très forts. Ouais. Et donc, du coup, ils sont bons. T'es bon, tu viens, t'es pas bon, tu sors. Ouais. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Et voilà, mon truc, c'est faire des projets. Et puis là aussi, actuellement, je bosse aussi sur un beau projet qui me passionne. On va envoyer la prochaine photo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en 2024, on aura la chance d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Absolument. Donc 100 ans après les derniers JO qui ont eu lieu en 1924. Et voilà, ils ont voulu faire une sorte de Jeux Olympiques historiques, inclusifs. Ils veulent faire différent de ce qui s'est déjà fait. Et voilà, il y a aussi une catégorie break, donc le break qui fait partie pour la première fois, d'ailleurs. Pour la première fois, exactement. Ouais. Donc qui est une des disciplines du hip-hop. Et donc voilà, et puis pas mal de ces j'ai oublié le nom de ces activités, enfin de toutes les épreuves. Épreuves, merci Alain. De toutes ces épreuves, la plupart ont lieu dans le 93. Et puis voilà, ils avaient envie d'inclure des gens du 93. Je ne viens pas du 93, hein, mais ce côté où à chaque fois, quand il y a des événements, les grosses institutions viennent dans les lieux où il y a toutes ces minorités-là, mais ces minorités-là ne profitent jamais des événements. Donc là, ils ont voulu faire un truc où tout le monde puisse participer et faire une grande fête. Et donc du coup, voilà. Donc moi, on m'a appelé pour un programme Génération 2024 que bientôt je vais annoncer et tout. Et donne un petit scoop. Oui, c'est ça. Il y a quoi dedans quand même, en fait, sans nous dire tout. C'est le problème, c'est que je peux pas tout dire, je peux pas trop en dire. Non, mais tu nous dis un petit bout. Il y aura un programme où pas mal enfin tout le monde pourra participer. Le hashtag, enfin le programme s'appelle Génération 2024, où grosso modo qui est lié aussi avec le service civique, où plein de jeunes pourront participer pour certaines activités sportives. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est passionnant. Et voilà, moi quand on m'a contacté, quand on en a parlé, moi j'ai trouvé ça génial. J'ai fait franchement c'est historique, faire partie de cet événement mondial. Alors tu vas faire quoi toi pour cet événement ? Je peux pas trop en dire. Non, mais ok. Mais je reviendrai avec plaisir pour en parler. Ce que tu vas faire, c'est que. Mais promis, je reviens pour en parler en détail. Voilà. Hein, et tu viens en parler dès que tu peux. Dès que je peux, franchement, honnêtement, dès que c'est pour nous. Hein. Non, honnêtement, dès que je peux, parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnes de l'EFAP aussi pourront participer. Voilà. Et je vous en parlerai. Tu peux revenir quand ça sera à peu près. Franchement, honnêtement, quand tu vas d'ici même le mois prochain. Le mois prochain. Le mois prochain. Je te confirmerai ça. Je vais l'annoncer
tout à l'heure, mais on va lancer des masterclass CMS et puis voilà, tu seras un de nos invités. Ok, bah voilà, bah parfait. Comme ça, je pourrais en parler plus en détail. Et ça sera pour toute la France. Exactement, c'est pour toute la France et pour tout le monde. Donc du coup, voilà, donc c'est un gros programme et donc je serai l'un des ambassadeurs, donc je suis super content. Ah, c'est génial. Et honoré. Et voilà, donc voilà, moi c'est toujours donc. T'as vu d'où je suis parti. Donc, ce qui m'anime, c'est la passion. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis un entrepreneur dans le rap et que je suis pas spécialement dans une case parce que je fais énormément de trucs et j'ai envie de faire énormément de trucs. Et voilà, là c'est Paris 2024 et j'espère qu'il y aura plein de choses derrière. Et je suis venu avec un ami à moi. Alors justement, on va faire rentrer ton ami et pendant ce temps, parle-nous un peu de lui. Pourquoi tu as désiré le faire venir? Parce que je le trouve super, je le trouve intéressant et passionnant. Et des fois, on se connaît depuis longtemps parce qu'il est dans le rap, hein, donc on se croise à chaque fois dans des événements. Et puis un soir, à la sortie d'un concert du groupe de rap, c'est quoi, F430, on a discuté. On s'était déjà croisés dans une émission, mais là, on a choisi de discuter. On a parlé pendant. Non, c'est la mienne, celle-là. C'est la mienne. Elle était là? Non, t'inquiète. Elle était là? Non, c'est celle que j'avais laissée. Ah d'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Et du coup, on a échangé et franchement, le feeling, il est super bien passé. Depuis, on échange, on parle et tout. Et donc, Julien, c'est... Alors déjà, il s'appelle Julien Schkid, c'est ça? Alors, son nom, c'est Julien, mais son blaze, c'est Schkid. Yes. Mais il est plus connu sous le nom de Schkid. Voilà. Voilà. Et j'ai envie de le présenter. Bonjour Julien, vas-y. J'arriverai pas à le présenter, il fait tellement de choses passionnantes. Ah. Et donc, en fait, on échange. T'as le problème que j'ai avec toi, quoi. Mais c'est ça, franchement, honnêtement, je sais pas où le caser. Allez, laisse-le se caser, peut-être alors. Ouais. Non, je pense que je suis comme Fif, je suis un passionné de rap, de musique, de culture au global, mais je suis né dans les années 90, donc il y avait la photo de Fif et son nez avec des posters derrière. Moi, je pense que c'est pareil, mais avec des vidéos que j'ai pu voir, la naissance de Bouscapé sur Internet. Voilà. Donc j'ai grandi dans cette culture. Moi, de base, je suis compositeur, donc j'ai un angle. Compositeur rap, on est d'accord? J'ai commencé compositeur rap, mais bon, je fais de la musique au plus large possible. D'accord. Et comme il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la musique et que je suis très passionné, j'ai eu l'occasion autant d'avoir des expériences de compositeur que de DJ. J'ai travaillé avec des médias sur des stratégies éditoriales, sur de l'écriture, de la chronique. Il y a tellement de choses. Donc toi, tu as réussi avec la musique, en fait, à ouvrir la porte. Dans le marketing, on va dire multiforme. Marketing, je ne sais pas si j'aurais la prétention de dire ça, non, surtout à nous, l'EFAP. C'est un nom de code chez nous, le marketing, tu vois, mais globalement, la promo, tout ce que tu veux, la valorisation. Sur la base de la musique, effectivement, on peut. Là, on en discutait juste avant. Là, je travaille sur un programme de podcast que je vais proposer pour une marque, disons, qui m'a contacté pour le faire. Bon, de base, c'est un univers que j'ai pu découvrir via la création de musique. Auquel j'atterris parce qu'en créateur de musique, j'étais invité dans un podcast, donc je comprends le secteur podcast et je comprends maintenant comment le faire de l'autre côté, donc plutôt du côté vente, création de produits pour la marque. Ce qui est intéressant, mais c'est vrai pour tous les deux, bon, déjà vous avez la passion parce que vous l'avez répété, et même toi Julien, tu l'as dit aussi, la passion en commun, mais vous avez un autre point commun, je trouve, vous allez me dire, c'est que de cette passion, vous avez été curieux et vous êtes allé autour dans plein d'autres domaines, en gardant bien sûr au centre votre passion. Ça vous correspond à tous les deux, ça? Alors je vais d'abord répondre, je vais laisser vite fait, je vais être court. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des discussions que j'ai souvent, c'est que nous tous, en fait, dans l'univers du rap, on n'a pas le même parcours. Mais on a la même passion. Ça fait très slogan publicitaire, mais en fait, on n'a pas les mêmes parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai mon parcours qui m'est propre. Il y en a qui ont fait des écoles et puis on a tous un parcours différent, mais ce qui nous réunit tous à chaque fois, c'est la passion. Et de cette passion, on arrive à faire des choses totalement différentes. Et en fait, c'est ça à chaque fois qui nous rassemble, c'est cette passion-là. Donc Julien, pareil, là-dessus, sur la diversité des options, je ne sais pas pour toi, mais j'ai eu la sensation, moi, en me lançant dans ce secteur-là, qu'il y avait un instinct de survie qui était très nécessaire. Et moi-même, ayant commencé en étant compositeur, dans le rap, en précision beatmaker, je me suis rapidement dit, je ne sais pas si je vais pouvoir vivre juste de ça. Donc j'étais obligé d'être passionné, d'être curieux, parce que la mini-case dans laquelle j'allais m'enfermer, peut-être qu'elle n'allait pas me permettre d'être pérenne, d'avoir une activité qui allait durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors qu'en ouvrant un peu mes œillères et en regardant l'autour, je me suis trouvé des fonctions qui me permettent, je pense, d'un peu plus envisager ce qu'il va être possible de faire. Il y avait la passion au départ, mais il y avait aussi une nécessité, c'est ce que tu es en train de dire. C'est qu'il y a un moment, il faut vivre aussi. C'est ça, il y a toujours une nécessité, c'est une telle chance, un tel miracle. Je suis très reconnaissant de pouvoir le matin me lever et me dire je travaille dans un domaine qui me plaît.
Et pour arriver jusque-là, il faut effectivement avoir des solutions économiques cohérentes de comment est-ce qu'on peut le faire en étant... Surtout, Qu'est-ce que tu voulais dire, Fif? Pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de débrouillardise. Ça veut dire que comme on n'est pas dans un schéma un peu scolaire, entre guillemets, où on nous a appris des bases, oui, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. En fait, je parle pour le rap, mais c'est peut-être pour d'autres milieux, mais en tout cas, le rap, c'est beaucoup la débrouillardise, en fait. Donc ça veut dire, c'est comme il disait, il y a une sorte d'instinct de survie. Bon, qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je fais? Comment je crée? Donc on a tous plein d'imagination, et c'est pour ça qu'on arrive à faire énormément de choses. Aujourd'hui, tout ce que je sais, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que je suis très bon en communication, en marketing et en plein de choses, alors que je ne l'ai pas appris à l'école. Et c'est pour ça que j'ai commencé en étant super honoré et fier que tu m'invites ici, parce qu'il y a des élèves ici qui apprennent, qui sont en train d'apprendre ce que moi j'ai appris en 20 ans sans aller à l'école. Donc moi, je trouve ça merveilleux. En fait. Et peut-être, sans qu'ils en soient très très conscients, ils apprennent aussi beaucoup en dehors de l'école quand même. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Ah non, mais bien sûr, il y a les deux. Et ça, c'est important peut-être de s'en souvenir, parce que toi, tu as un bel exemple. C'est pour ça que je dis, il y a ce côté passion. En fait, il faut être curieux. Comme disait Julien, on apprend beaucoup à l'école, mais après, il y a le côté, à l'école, il y a la théorie, même si je pense aussi il y a beaucoup de pratiques, parce qu'il y a des stages et puis il y a plein ça s'améliore. Ça s'améliore. Mais il y a ce côté, en fait, on n'apprend jamais mieux que sur le terrain, en fait. C'est ça. C'est le terrain, c'est les situations qui te font. C'est ça. Qui te font t'adapter. Julien, tu as fait un peu d'études, je crois. J'ai été un petit peu plus loin que Fif, mais j'ai eu mon bac littéraire il y a fort longtemps. D'accord. Et j'avais commencé des études de droit. J'ai fait 2 fois ma première année. Et après, je me suis dit qu'il fallait que j'ai confiance en ma vision et en ma foi, en la passion. Et depuis. Mais alors, comment ça s'est passé? Parce que tu démarres avec tes études, etc. Puis à un moment, tu dis j'arrête. Et puis, tu te retrouves avec... J'ai eu un moment d'épiphanie absolument fascinant, un jour de 2010, où je suis tombé un peu par hasard dans une pièce avec un artiste que je connaissais pas très bien à l'époque, qui s'appelle Kanye West. Et me retrouver dans la même pièce que lui. Dans une pièce avec Kanye West. Et l'entendre parler, je sais pas, ça m'a fait une sorte d'électrochoc. Et j'ai arrêté mes études une semaine après. Ah ouais. Et après, donc là, tu te retrouves et... J'ai travaillé un peu, je me suis acheté une boîte à rythme, je suis parti voyager aux États-Unis pour voir ce que je pouvais faire. J'ai rencontré des gens au Texas, dans le Kentucky. Je me suis dit, bon, il faut y aller en fait. Il faut tester, il faut voir ce qui peut se passer. Ça marche ou ça marche pas. Mais après, je pense que je suis assez privilégié là-dessus parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient confiance en moi. Qui en tout cas m'ont laissé la liberté d'y aller. Je sais pas s'ils avaient confiance parce que je me rappellerai toute ma vie le jour où je suis parti aux États-Unis avec ma boîte à rythme. Ma mère, elle m'a quand même regardé un peu genre mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais jamais revenir, il va mourir. Mais elle t'a soutenu. Mais quand même, elle m'a laissé y aller. Ouais. Et ça, c'est un privilège. Je remarque une chose pour les deux, la maman a été importante et la maman vous a jamais lâché. Oui. Exactement. Ah, non, mais franchement, c'est ça. Comme c'est super important d'avoir la confiance de ses parents, parce que sinon on fait les choses en cachette et puis on n'assume pas et puis on fait n'importe quoi. Alors que quand ta mère te dit t'inquiète pas, fonce, je suis avec toi, j'ai confiance en toi, donc tu es plus léger, tu te sens mieux et tu as envie de bien faire et tu veux pas décevoir la maman. Ah oui, en plus il y a ça, c'est vrai, bien sûr. Parce qu'à ce côté, j'ai pas envie de la décevoir. Déjà, pour mon cas, j'étais pas bon à l'école, donc j'essaie d'être bon ailleurs. Et du coup, voilà, moi, je raconte tout à ma mère, voilà, je vais à l'EFAP et tout. C'est quoi l'EFAP? Je lui explique. Elle est trop contente. Donc bonjour à ta maman. Voilà, bonjour à ma maman et tout. Et donc, pour les deux. Ouais, carrément. Alors, vous êtes face à des étudiants qui ont 22-23 ans. Et qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Parce que dans quelques mois, ils vont avoir un stage et surtout, ils vont avoir un premier job. Et donc, c'est une période qui n'est jamais très très simple parce qu'on a plein de choses dans la tête. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je vais trouver ce que je veux, etc. Et puis, c'est le début d'un parcours professionnel qui, de toute façon, ne sera pas linéaire. Hein. On va musarder pas mal. Mais qu'est-ce que vous aimeriez leur donner comme conseil dans ce choix-là, ce moment de choix, par rapport à votre expérience? Franchement, moi j'ai envie de leur dire qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont sur le cœur. Enfin, qu'ils n'essaient pas de recopier, d'être un tel ou un tel. Franchement, qui foncent tout droit. Parce que si je prends mon exemple, ils ont 22 ans, c'est ça? 22-23. Ouais. 22-23, voilà. Quand je lance officiellement Bouscapé, j'ai 22 ans. Ouais. Donc avant, j'avais déjà fait des trucs avec l'ancien site et tout. Et je me suis lancé. Les gens se moquaient de moi.
Donc voilà, mais qu'est-ce que tu fais de ta caméra, tu vas filmer. On prenait pour un fou, j'allais à Paris la nuit avec ma caméra pour aller dans des studios, je rentrais en bus de nuit et tout. Donc on prenait un peu pour un fou, mais moi j'avais ma passion, je savais ce que je faisais. Et puis voilà, aujourd'hui, 20 ans après, j'en suis là, j'en suis super content. Donc j'ai envie de leur dire, foncez, c'est pas grave si vous vous trompez, si vous vous cassez la gueule et tout. On apprend en tombant et on se relève. Donc c'est vrai que ça peut paraître bateau, c'est des phrases qu'on voit partout sur Instagram et tout, mais moi je raconte ma réalité en fait. C'est ça. C'est que c'est comme ça, il faut foncer et soyez à l'aise avec ce que vous faites et surtout, comme on disait avec Julien, nous on a été animés par notre passion, donc c'est notre passion qui nous guide. Et quand on est passionné, et ben pour les autres gens, on paraît con, on paraît bête et tout, on nous prend pour des fous. Les passionnés, on nous prend pour des fous de toute façon. Illuminé, quoi. Ouais, on dit lui il est dans sa Matrix, faut le laisser, il est fou. Mais si on te prend pour un fou, c'est-à-dire que t'es sur la bonne voie. Donc continue sur ton truc et n'aie pas peur, faut pas avoir peur entre guillemets de s'afficher, parce que souvent on a peur, tu regardes des gens mais c'est ça, et les gens disent ah ouais non je vais pas le faire parce qu'on va se moquer de moi, on va me prendre pour je sais pas quoi. Donc moi j'ai envie de dire franchement, si vous avez une idée, si vous avez un truc, foncez, faites-la et puis si ça marche pas, bah vous faites autre chose, mais n'écoutez pas les gens, enfin écoutez votre cœur. Donc, après Julien peut-être il a d'autres conseils. Ouais, donc attends, pour reprendre toi, donc passion, détermination et surtout peut-être c'est super important ce que tu as dit à la fin, je trouve, c'est ne pas trop se soucier du regard des gens. Non, surtout pas. C'est important parce que c'est ça, la perte de confiance, elle vient beaucoup de la peur du jugement de l'autre en fait. Et bien sûr. Voilà. Et je pense que j'aime bien sortir ce truc-là, mais je pense que les sportifs, surtout les footballeurs, c'est les meilleurs exemples. Vous vous rendez compte, les footballeurs qui sont dans les quartiers, qui jouent même partout en France, qui jouent du matin au soir, comment ils ont dû être moqués. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu crois que tu vas percer dans le foot? Tu crois que tu te prends pour Zidane? Tu te prends pour nanana? Mais combien de talents ont été gâchés à cause des moqueries en disant mais tu vas jamais réussir? Et tous les footballeurs qui ont réussi, ils vous diront on se moquait de moi quand j'étais petit. On me prenait pour un fou, on me disait mais toi tu réussiras jamais, tu vas jamais signer dans ce club-là et tout. Ils racontent tous la même histoire. Donc très intéressant. Non, surtout les footballeurs. Alors eux c'est les pires. Hein. Et aussi les rappeurs, parce que quand il y a un jeune qui se met à rapper, on se moque de lui, mais arrête, t'es nul, tu sais pas faire une rime, mais ton rap il est nul. Tous les rappeurs ont subi ça, parce que faut savoir, dans les quartiers c'est violent gentiment, mais dans le sens où les vannes, on te termine, hein. C'est-à-dire que dès que tu fais un truc qui est différent des autres, mais on te termine, on se moque de toi, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour tel rappeur, tu te prends pour tel footballeur, mais n'importe quoi. Et donc du coup, si t'es faible d'esprit, t'es mort, ta carrière s'arrête direct. Mais en revanche, ça peut te rendre plus fort. Mais voilà, par contre, si t'as un mental d'acier, et ben t'es dans un truc de ok, je vais leur montrer que c'est ça. Et après, tu tiens cette revanche-là. Donc, fais ce que t'as à faire. Super. Alors, Julien, tu dis quoi? Je pense que ce qui est important, c'est la flexibilité. Parce que les domaines évoluent tellement vite. J'ai l'impression qu'il y a un parallèle qui peut se faire sur le créatif, le rap et le marketing. Les codes qu'on a, ils vont évoluer très vite. La manière dont on vend quelque chose aujourd'hui, ce ne sera pas la même dans 10 ans, c'était pas la même chose il y a 10 ans. Du coup, c'est important. Bien que, surtout à l'école, on apprend des choses, on apprend des codes. Le code le plus important, c'est de savoir comment s'adapter. Parce que dans 10 ans, il va falloir être différent. Dans 20 ans, il va falloir être différent. Les passions, les modèles, ils vont évoluer. Je sais que sur la musique, en tout cas, je suis contraint de m'intéresser à des choses comme les NFT, le métaverse, tout ça, parce que c'est peut-être des manières dont dans ma pratique créative et dans ma pratique de marketing aussi, il va falloir que je comprenne ce langage-là. Ouais. Et il faut que j'ai en moi les réflexes d'adaptation, de curiosité, qui je pense sont essentiels tout au long d'une vie et d'une pratique créative. Tout en conservant cette passion qui est ton moteur. Bien sûr, il faut avoir la passion en base, mais il faut toujours garder les yeux ouverts. Voilà. Ouais. Ok, tu voulais dire autre chose? Tout à fait. Alors, moi, j'adore recevoir des CV et des lettres de motivation. Donc, comme il y a des stagiaires qui vont chercher des choses. Dis-nous en plus des CV. Pas actuellement, car j'ai une stagiaire avec moi qui est juste à côté. Mais pourquoi faire? J'ai une société d'édition musicale. D'accord. Qui est pas mal en train d'évoluer avec un pôle à la fois de service et de création un peu de contenu. Donc on a des produits, pas mal de propriétés intellectuelles à vendre, mais on a du marketing à faire, quoi, pour communiquer autour des choses qu'on crée et des œuvres qu'on défend. Et donc là, pour l'instant, tu as une stagiaire, c'est ça? Tout à fait. Et tu vas en chercher un ou une autre? On a toujours besoin de gens avec nous. Moi, j'aime bien, je trouve ça important de transmettre surtout. Ils t'écrivent où? Ils m'écrivent où? On donne tout de suite ou après tout de suite? Non, on va le donner peut-être après, mais on va l'envoyer par mail en fait à tous les étudiants qui nous écoutent. Parce que, en tout cas, merci beaucoup, super gentil. 360, il fait énormément de choses passionnantes et
Bon, il y a des choses qu'on peut pas dire encore et tout, mais comme bref, il est sur plein de... Mais on en reparlera plus tard. Mais vous allez devenir célèbres tous les deux avec toutes les choses que vous ne pouvez pas dire. C'est énorme. Fif est déjà très célèbre. Hein. Oui, c'est vrai déjà. Mais encore je pense plus. que la chatroom, là, ça doit exploser. Ok. Un grand merci pour cette première partie. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écouter les étudiants qui ont des questions à vous poser. Plein de questions à vous poser. C'est en vidéo. Donc, on va faire un jingle entre les deux. Jingle. Ok, top. Hello Salma, tout va bien? Bonjour, tout va super. Bon. Tu as la lourde tâche d'être modératrice, mais tu es habituée et voilà, tu vas transmettre. Donc pour vous expliquer, il y a deux sources. Il y a des personnes qui sont sur Teams, que vous allez voir en caméra, et puis après, il y a Vimeo, qui sont tous les autres étudiants. Ok. À toi, Salma. D'abord, je veux commencer par vous remercier. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très intéressant pour tous les étudiants en fait qui sont passionnés pour le rap en général. Et merci pour votre début, comment vous nous avez un peu expliqué votre parcours. Ça nous a vraiment donné une grande motivation. Donc, on a beaucoup de questions. Je vais d'abord commencer par le Teams avec nos étudiants en live. Je vais démarrer avec Roman. Roman, c'est à toi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. On t'entend bien, Roman. Ouais, ok. Et déjà, je voulais commencer par dire que j'étais super contente de cette conférence que j'attendais depuis une semaine. Les femmes du rap que vous nous avez montré, Fif, c'est une série que j'ai suivie et qui a été vraiment super instructrice pour moi, dans le sens où je veux me lancer dans le rap aussi et avoir un rôle super comme celui de Pauline Duhart ou de Pauline Reynaud. Donc merci beaucoup pour ce contenu. Et aussi du coup, comme on est en marketing, j'ai une question marketing, parce que la musique, c'est aussi du marketing, mais des fois on le voit pas. Et donc il y a de plus en plus de rappeurs qui sont, qui deviennent des cas d'école en com. PNL, Nekfeu, plus récemment Dinos par exemple avec son EP aussi de 3 titres qui est super en niveau com. Et du coup je voulais vous poser la question de quelle est pour vous l'OP marketing récente qui vous a le plus marqué et si vous pouvez du coup nous en parler un petit peu. Moi, alors je vais commencer. Moi je veux dire pour moi c'est Orelsan en fait. Orelsan avec d'abord son docu sur Amazon et puis après ses CD en édition limitée et puis dont je crois 5 tickets d'or à l'intérieur, même si ça a déjà été fait les tickets d'or et tout, mais tout le plan marketing jusqu'à sans sortir de son et en sortant un clip la veille de la sortie de son album et tout, morceau que j'ai saigné, que j'écoutais pendant 2 jours non-stop, j'écoutais que ça. Jusqu'à, là, le morceau il m'a saoulé. Et le morceau il était énorme, je l'écoutais 2 jours de suite tellement c'était fort, c'était puissant et tout. Donc pour moi, c'est Orelsan qui m'a mis une claque. Il y en a plein d'autres, mais je pense à lui parce que c'était fort, c'était puissant, c'était ouf. Et son documentaire, il est incroyable. Énorme. Et toi, Julien ? Moi, j'avoue que j'ai pas mal d'admiration pour le taf qui a été fait autour d'un artiste qui est moins connu qu'Orelsan, qui s'appelle Khali. C'est un artiste basé vers Bordeaux, qui a lancé un projet. Je travaillais un peu avec eux à ce moment-là, donc je les ai suivis de près. Donc c'est un projet totalement indépendant, aucune équipe.
Ils ont sorti un projet un peu comme ça qui a été diffusé. Ils ont fait un teaser sur Twitter, sur Insta. Ils ont sorti le projet qui a fait 1 million de streams en une semaine. Ils ont une attitude un peu comme ça fonctionne dans les drops qui vont être faits sur les sneakers par exemple. Donc ils vont faire du merch. Le merch, il est donc la vente de vêtements, c'est disponible pendant 24 heures. Donc si vous voulez avoir les vêtements, vous avez 24 heures. Et ça crée une excitation pour le public qui sait qu'il a un temps limité pour aller récupérer le merch qui va être exclusif. Donc ils ont tout vendu, alors que c'est un projet où il n'y a aucune grosse structure derrière. C'est juste un artiste qui a réussi à trouver son public, qui communique quasiment pas sur les réseaux. Il fait tous les jours, il fait le même tweet depuis 1 an. Donc tous les jours sur Twitter, il y a un seul tweet. Il communique quasi pas sur Instagram. La communication, il l'a fait. Il fait des lives à 3h du matin, la nuit, et il joue des morceaux en exclusivité. Donc si vous voulez savoir, il faut vraiment être connecté, et ça crée un rapport de proximité et une solidité de fanbase qui fait que là, je pense que si demain il sortait un projet sans prévenir, ce serait un maxi carton, parce qu'il a créé un véritable lien avec son public, et ça en marketing, je pense, c'est très 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 fort et très difficile à faire. Tout à fait, je confirme. Merci pour ces réponses. Je me permets de rebondir sur ça parce qu'on a des questions sur Vimeo justement sur le marketing et qui demandent si on peut considérer vraiment le rap aujourd'hui comme un outil de marketing très puissant et pas simplement un outil de communication. Mais le rap et le milieu, enfin, c'est le marketing en personne. Aujourd'hui, le rap inspire tout le monde, tous les codes, toute la société, toutes sortes de milieux en fait. Donc, parce que en fait, le rap, c'est un milieu qui a été fait avec des bouts de ficelle, des bouts de bois. Et avec des bouts de ficelle, on a réussi à faire de grandes choses. Pas parce qu'on aimait faire ça, parce qu'en fait, on n'avait pas le choix, puisque les portes étaient fermées. Et je ne suis pas en train de faire le mec qui se plaint, qui n'est pas heureux et tout. Donc, c'est notre vie, c'était comme ça. Et puis, on a grandi comme ça. Et avec des bouts de ficelle, on a réussi à faire de grandes choses. Et aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit tout à l'heure, tu citais Jul, PNL, mais il y en a eu tellement. Il y avait Lunatic à l'époque, Mafia Quinfree, plein de gens, le secteur A qu'on chacun à leur manière créé des manières de communiquer, mais tous ont le même point commun, c'est personne ne vient d'école, mais il fallait se creuser la tête. Bon, comment on fait? On a un produit, on a notre musique, on a notre passion, comment on fait pour pouvoir vraiment le plaire aux gens, enfin pas plaire aux gens, mais comment on fait pour communiquer notre musique et qu'elle touche un maximum de personnes. Et voilà, aujourd'hui, quand on regarde Jul, lui, sa stratégie, c'est sortir 4 albums par an. Donc voilà, et sortir du coup presque, 100 morceaux. Et au niveau market, il est en survêt de claquettes, de lunettes de ski, il est habillé en Décathlon, et maintenant beaucoup en doré de platine, qui est sa marque. Donc ça c'est son entertainment. Et puis t'en as d'autres, enfin chacun son entertainment. Et aujourd'hui, des Jul, des mini Jul, il y en a partout en France. Des mini PNL, il y en a partout en France. Des Booba, il y en a partout en France. C'est parce que ils ont leur propre univers et ils ont un marketing très fort. Et bon, les Nekfeu, enfin tous ces gens-là ont un univers très fort et très marqué. Donc c'est ça que j'aime dans le rap. Et comme dit Medine, Paname influence, la banlieue influence Paname et Paname influence le monde. J'aime trop cette phrase parce que c'est totalement ça. Si le J, je l'appelle le J, il s'appelle Schkid, mais moi je l'appelle le J. Non, c'était une super réponse, le F. Ok, top. Top. Nous allons enchaîner avec Gaël sur Teams. Gaël, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Gaël. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, pardon. Du coup, déjà, merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment super intéressant. Ça sent que vous êtes passionné et du coup, vous êtes passionnant. Et du coup, moi, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous lancer vous-même dans le rap ou pas du tout? Alors, je vais répondre. Alors, non, pas du tout. Alors, j'écoutais, comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'étais dans ma chambre et tout, j'écoutais du rap. J'étais à fond. Enfin, les rappeurs, c'était mes héros. Mais j'ai jamais voulu rapper. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était les hommes de l'ombre. J'ai toujours été fasciné et admiratif des hommes de l'ombre et tout. Donc, il y a un des hommes de l'ombre que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est Kenzie. Donc Kenzie, qui est le fondateur du secteur A. Si vous ne savez pas c'est qui, vous tapez sur internet Kenzie, de son vrai nom Jérôme Ebella. Et lui, c'est un cerveau. Et lui, j'ai toujours voulu être lui ressembler. Il me fascinait. Mais il y en a plein d'autres. Mais moi, j'ai toujours été admiratif et fasciné par les gens qu'on ne voyait pas, mais qui étaient aux manettes et tout. Mais j'ai jamais voulu rapper, jamais de ma vie. Ça m'a jamais intéressé. Et toi, Julien?
Pareil, j'étais fasciné par d'autres hommes de l'ombre, parce que moi j'aimais bien les compositeurs, les gens derrière. Je pense que quand on est interprète, quand on rappe, quand on chante, ça demande quand même un certain investissement d'incarner son propos artistique, de le vivre pendant des années, d'être sur scène, de subir une forme de pression quand ça fonctionne pas. Il faut quand même être armé pour ça. Moi je pense que j'avais pas cette personnalité-là, et j'aime bien l'idée d'être autour, d'être pas au centre de la lumière. Mais autour, ce qui est une position beaucoup plus confortable. Voilà, donc il y en a un qui est autour et l'autre qui est dans l'ombre. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. C'est beaucoup mieux. Okay. Il y a moins de pression. Okay. Merci Gaël. Nous allons enchaîner avec Lorraine. Lorraine, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Bonjour Lorraine, on t'entend. Ouais. D'accord. Bonjour, alors moi je vous avoue, je suis très novice dans le secteur du rap, je n'y connais pas grand chose. En tout cas, la conférence était très intéressante et je voulais savoir quel était votre rappeur préféré. S'il y en a un ou plusieurs. C'est dur, c'est une bonne question. Quand j'étais petit, j'avais des rappeurs préférés, mais aujourd'hui, j'ai pas de rappeur préféré. Ça change parce que ça change tous les jours. Ouais. Tu vas pas t'en sortir comme ça, fille. Non, je vous jure. Non, c'est vrai, j'ai pas un rappeur. Je sais pas un rappeur préféré. C'est quand je pense que c'est peut-être Julien il en a un, mais moi c'est quand t'es. T'en as un toi ou pas? Bah évidemment. Tu vas me dire mais j'ai honte. Kanye West, mais. Non, moi j'ai honte. Mon rappeur préféré c'est Booba. Ah ok, d'accord. Ouais. Mais j'ai totalement honte. Pourquoi? Je l'ai bloqué sur Spotify. Pourquoi? Parce que c'est pas bien, c'est pas une bonne personne. Ouais. Mais sa musique, c'est la musique que j'ai le plus écoutée quand j'étais petit. Je sais pas, c'est quoi Lunatic? C'est 2000 le premier L'album Lunatic Mauvais Oeil, ouais, c'est 2000, ouais. C'est, je pense, l'artiste que j'ai le plus écouté de toute ma vie, dont je connais toute la discographie du début à la fin. Je pense que c'est une telle incarnation de ce que c'est le rap français, dans le meilleur comme dans le pire. Pareil pour moi, Booba, ça a été, c'est pas mon rappeur préféré, mais ça a été un de mes rappeurs préférés. Pareil que je connais toute sa discographie par cœur. Enfin, j'ai beaucoup écouté Booba, mais j'ai beaucoup écouté Rov, beaucoup Kerry James. Comme je t'ai dit, mais les rappeurs étaient mes professeurs. Hein. J'ai beaucoup écouté Akhenaton. Bref, donc j'ai pas de rappeur préféré. Pour détourner peut-être la question, quel est le dernier rappeur que vous avez écouté récemment? Alors là, en venant, j'ai écouté. Lorraine, si tu connais pas trop le rap, je te déconseille d'écouter cet album-là. Mais bon, voilà, j'ai écouté l'album de Caris et Kalash Criminel. Il est sorti cette nuit. Donc. La sauvagerie. C'est la sauvagerie. Voilà, à l'état pur. Mais voilà, j'ai écouté le projet de Dinos. Il a sorti 3 titres avant-hier. Donc voilà, là, j'écoute ça. J'écoute ce qui sort en ce moment. Donc voilà, là, et il y a Ronisia aussi qui a sorti un projet. Bon, c'est plus du R&B et tout. Mais voilà, j'aime beaucoup Ronisia aussi. Donc moi, on écoute de tout. Mais le Dinos, qui a 3 titres, c'est court, mais il est très très lourd. Très lourd. Très beau projet. Merci. Ok, nous allons enchaîner avec Guillaume. Guillaume, je t'en prie. Bonjour Guillaume. Oui, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Bonjour. Super. Alors moi c'est pareil, je suis assez novice dans le rap, mais franchement, sans vous jeter des fleurs, ça m'a vraiment donné envie d'en écouter. Mais j'avais une petite question autour du rap, autour du rap heureusement, c'est aujourd'hui il y a beaucoup de clichés sur le rap, surtout des clichés négatifs, et je voulais savoir à votre avis, c'est lié à quoi? Moi je le sais. J'en discute beaucoup en off et tout ça, mais je sais pas si je peux le dire, mais je peux le dire quand même. Tu es en off là. Ouais, ok, non, mais. Ah ouais. Non, alors, tout simplement, sans faire la victime et tout, mais il y a une part un peu de racisme en fait. On représente un peu tout ce que la France n'aime pas spécialement. Donc, t'as des gens de banlieue qui ont leur propre code, qui font leur art et leur culture et qui en fait quand tu es de l'extérieur et quand tu comprends pas, t'as l'impression que c'est du n'importe quoi, c'est quoi ce truc, ce monde, c'est des fous, ils sont bizarres. Et pendant très longtemps on a été des pestiférés, le vilain petit canard de la musique, mais bon, ça a changé, c'est pour ça que je suis content. Donc depuis 5 ans on est devenu la musique cool, la musique faut être avec des rappeurs, faut être avec des gens du rap, il faut inviter les rappeurs dans nos festivals et tout. Il y a des festivals historiquement qui font de la pop ou du rock, et aujourd'hui leur setlist c'est 90% de rap. La télé, enfin partout, que ce soit dans la mode, dans le cinéma, les rappeurs on leur déballe le tapis rouge, alors qu'il y a pas si longtemps que ça on était des pestiférés. Et aujourd'hui il y a quand même des gens qui essayent de dénigrer notre musique, mais en fait c'est mort. En fait on a montré qu'en fait on était dans un milieu très cool, on a une musique très cool. Après c'est vrai, on a nos codes, donc ça veut dire que quand tu connais pas les codes, ça peut paraître un peu violent, tu peux dire oula, eux c'est des fous, alors qu'en fait non, pas du tout.
c'est juste qu'il faut juste comprendre, et une fois que tu comprends le truc, en fait, c'est top. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire le documentaire Les femmes du rap, pour montrer que on pense que les femmes sont maltraitées, ou que les femmes, c'est que des femmes dénudées dans des clips, ou qu'elles sont battues, ou je sais pas quoi, qu'il y a un truc autour d'elles. Donc je me suis dit, je vais faire une série sur les femmes du rap, et on va leur poser des questions, on va montrer. Puis si t'as pas vu, voilà, je t'invite à regarder. Et franchement, c'est cool le rap. Et c'est pour ça que j'ai tenu à en parler ici, parce qu'en fait, on est beaucoup stigmatisé depuis très longtemps, et voilà, moi ça me fait chier un peu. En fait, je dis ça me fait chier, mais en fait je m'en fous, parce qu'en fait c'est juste que les gens ne comprennent pas. Mais on voit bien qu'aujourd'hui notre musique, notre culture et notre musique, et la musique populaire est dominante, et qu'en fait c'est cool en fait, tout simplement. Julien, tu disais que tu n'aimais pas le personnage en parlant de ton rappeur préféré. Oui, vous voulez que j'ai des problèmes là. Est-ce que ça a contribué un peu à l'image? Booba Oui, Booba et d'autres. Mais pour bien expliquer, pour compléter ce que vient de dire Fif. Pour compléter ce que vient de dire Fif, pour nuancer peut-être, je pense que de toute façon, les contre-cultures contemporaines, elles naissent de souhaits de particularité, parfois de souhaits de violence. Je pense que dans la naissance du rap, il y a pu avoir une frange d'envie de musique d'énergie, de musique qui a pu avoir un message social. Bon, il y a eu les NTM, les Assassins dans les années 90 qui ont eu du coup aussi une influence qui a fait croire que le rap était une musique qui devait avoir un message social, alors que c'est une musique aussi pour faire la fête, qui est pas censée avoir plus de profondeur que la variété française, quoi. Je pense que le rap, comme la naissance de la musique électronique dans les années 80, c'est des contre-cultures qui donnent l'impression, qui peuvent donner l'impression de quelque chose d'incompréhensible quand on est à l'extérieur, parfois de quelque chose de violent ou de radical. La musique électronique, ça va être l'énergie des clubs, ça peut être des clichés, des imaginaires autour de la drogue. Parfois, c'est plus compliqué que ça, en fait. Il faut le temps que cette contre-culture elle soit digérée, et qu'elle finisse aussi par avoir un sens économique. Je pense qu'à la base des clichés qu'il y a sur le rap aussi, il y a quelque chose de... ça a l'air d'être un truc de bizarre, de gens, on ne sait pas trop comment ils font leur argent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi plus simple, parce qu'on suit des schémas qui sont assez transparents. D'autant plus sur l'argent. Le rap, c'est la musique qui parle le plus d'argent de l'histoire de la musique, je pense. C'est au cœur du message créatif, presque. Comment est-ce qu'on vend ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est du coup un message plus simple à digérer pour l'ensemble de l'audience. Merci. Next. Sur Vimeo, en fait, on a beaucoup de commentaires sur ça, et sur la place en fait du rap aujourd'hui en France. Et comme vous avez dit, Fif, aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus, c'est vu de manière plus positive en fait. Et je voulais savoir, en fait, c'est une question de Kenza. Pensez-vous qu'aujourd'hui le rap il cherche à devenir plus authentique dans le choix des sujets qui sont traités pour justement aller à l'encontre de ces clichés? Non, moi honnêtement, je pense que le rap s'en fout en fait. Le rap fait ce qu'il a à faire, et qu'il attend plus d'être validé ou d'être aimé, d'être adoubé par qui que ce soit, parce que le rap il en est là aujourd'hui parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, et sans se poser de questions. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'exemple de PNL et tout, parce que PNL, dans un morceau, c'est Anos qui dit ça, il dit « Fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de merde ». Donc en gros, il y a ce côté, on a toujours été mis de côté depuis longtemps, donc nous on a créé notre monde, notre univers, et puis maintenant que ça marche, on se donne le droit de venir... ou pas dans vos émissions. Ça me fait penser aussi quand il y a eu la bagarre à Orly entre Karis et Booba. Donc on a tous, sans exception, on a tous été appelés par les grands médias. BFM, CNews, bref, tous les grands médias nous ont tous envoyé des messages privés sur oui, voilà, on aimerait que vous commentez. Et moi, à titre personnel, j'ai dit non, que je ne viendrai pas. Je fais quand il faut parler en bien du rap, vous ne nous appelez pas, mais quand il y a une bagarre, vous nous appelez pour la commenter. Donc moi, j'ai dit non, et en fait, je me suis aperçu que tous mes collègues dans le rap, ils ont tous été contactés, tout le monde a répondu non. Parce qu'en fait, il y a eu un ras-le-bol général en mode mais attends, vous foutez de nous, quoi. Donc en fait, vous savez qu'on existe, en fait, vous savez qu'on est là, mais vous nous appelez que pour commenter une bagarre entre deux personnes qui s'aiment pas, et en disant ouais, le rap est-il le truc dangereux, le truc, il y en a plein qui se tapent sur la gueule tous les jours. Mais bon, là, du coup, c'est là qu'on a vu, en fait, on va continuer à faire nos trucs dans le coin, tout ça. Et puis voilà, non, mais parce que souvent, on est reçu avec dédain dans les émissions. J'en parlais dernièrement sur l'interview de Vald, où on parlait de comment Ardisson avait reçu Vald et Orelsan. Il leur a posé la même question à 2 ans d'intervalle, les mêmes questions.
ouais, vous êtes un blanc dans le rap, vous n'avez pas peur, enfin vous êtes plus intelligent que la moyenne, vraiment un truc super raciste et tout, mais bon bref. Mais voilà, le rap a besoin de personne, le rap se débrouille bien tout seul, c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Bon, peut-être que Julien il va peut-être atténuer à chaque fois mes propos, lui il arrive derrière, et il met un peu de douceur. Allez-y, Julien. C'est bien que tu dises ça, et je pense que les médias ont aussi, je veux dire, les médias c'est pas que pour le rap qu'ils sont comme ça. Les médias se nourrissent de ce qui va pas. Oui, et donc, il y a aussi ça. Alors, ça n'enlève rien dans ce que tu dis, mais il y a en plus ça. Ouais. Tu vois, je pense. Ah, bien sûr. Vas-y, Julien. Bah, il y a une formule que j'aime bien qui dit que le rap, c'est une musique cannibale. C'est la musique qui se nourrit le plus des autres musiques. Dans la manière dont ça se retranscrit aujourd'hui, je pense que le genre rap, c'est peut-être le moins cliché possible, parce qu'il y a du rap pour tout le monde. Dans la même case, si on écoute La Kiffance de Naps et si on écoute Spécial de Laylo, bah, c'est censé être la même musique. Donc il y a de la place pour tout le spectre des émotions. Et c'est loin d'être une nouveauté, parce qu'effectivement, là c'est ce qui se passe en 2022 par exemple. Au milieu des années 90, on pouvait faire la fête en écoutant Alliance Ethnique et prendre un peu de recul en écoutant, je sais pas, Roca. Il y a toujours eu beaucoup de diversité. Moi, je pense que c'est ça qui est génial dans le rap. Ce qui est incroyable, c'est que tous les 3 mois, tout ce qu'on a mis en place, c'est ringard. Et on a tout oublié. Donc là, par exemple, est-ce que Laylo ou Dino, ça apporte quelque chose de nouveau, de plus émotionnel ? C'est nouveau par rapport à quoi ? Par rapport à il y a 6 mois ? Parce qu'en fait, il y a toujours des mouvements, il y a toujours de la musique hyper fun et populaire à la Jul qui va être contrebalancée par quelque chose d'un peu profond. Et il y a des nouveaux artistes qui sont vraiment fréquemment renouvelés, qui font que ça va tellement vite, c'est hyper dur à suivre et on est hyper amnésique, je pense, quand on est fan de rap, parce qu'on oublie que les choses qu'on peut vouloir, en fait, ils étaient déjà là il y a 6 mois sous une autre forme, et il y a 5 ans, et il y a 10 ans, juste ça se renouvelle continuellement dans une frénésie qui est absolument dévastatrice et qui est en même temps géniale, parce que je pense que c'est ça qui est incroyable quand on est fan de cette musique ou de cette culture. Il y a tellement de choses à suivre que c'est dur de s'ennuyer, et il y en a quand même beaucoup pour tout le monde. Oui, justement sur ce côté diversifié du rap, qui en a pour tout le monde, comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y a beaucoup d'engouement des marques pour les rappeurs ? On voit souvent maintenant des marques qui prennent des rappeurs comme des égéries. Qu'en pensez-vous de cela ? Moi déjà, je trouve que c'est une super belle victoire. Parce que on en a chié, on vient de loin le rap, et voir ça, moi je suis super content, je trouve ça cool. Et puis de toute façon les rappeurs ont toujours été des influenceurs. Moi quand j'étais petit, donc j'étais fan du secteur 1, et ils étaient alors Stomy et Passy étaient habillés en Reebok, et donc ils parlaient souvent dans leurs morceaux d'avoir un cartonné, donc un jean Levi's cartonné, de basket blanche Reebok, et donc voilà, je voulais m'habiller comme eux. Ensuite il y a eu aussi Arsenic qui était habillé tout en Lacoste, et j'ai toujours voulu m'habiller en Lacoste, mais bon, j'avais pas assez d'argent pour du Lacoste, donc j'ai acheté du Sergio Tacchini, c'était un petit peu pareil. Mais oui, les rappeurs sont les nouveaux influenceurs en fait. Tout le monde veut ressembler aux rappeurs, et puis il suffit de voir quand PNL sort le clip ODD, donc le clip sur la Tour Eiffel, Ademo a une veste Sergio Tacchini. Sa veste était en top tweet quelques heures après. Tout le monde voulait la même veste que Ademo, mais voilà, alors que c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai une opinion qui va aller un peu à l'encontre de la tienne, parce que à la fois, je trouve ça super que les marques soient plus enclines à vouloir travailler avec des rappeurs et des rappeuses d'ailleurs. Mais là-dessus, bon, c'est la deuxième occurrence sur Kanye West, je suis désolé. Mais je trouve ça dommage qu'on a finalement peu de rappeurs, bien qu'il y ait ces rapports avec les marques, qui aient créé quelque chose. Et du coup, on se retrouve beaucoup avec des artistes qui doivent porter les marques des autres, parce que c'est les marques des autres qu'ils ont réussi qui ont été construites. J'aime bien le modèle de Kanye West là-dessus, qui se dit, moi, j'ai pas envie de porter la marque de quelqu'un d'autre. Moi, ce que je représente en tant qu'artiste et en tant que marque, c'est plus fort que n'importe quelle collaboration que je vais pouvoir faire. C'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est l'idée de... Jay-Z est dans la même démarche ou P. Diddy, quand il va dans un club, il n'a pas envie d'acheter une bouteille de la vodka de quelqu'un d'autre. Il veut que ce soit sa vodka. Je pense que dans le rap français, on n'a pas été capable de faire ce pont encore. Typiquement, l'exemple de PNL, voilà, c'est des artistes, ils ont essayé de faire des activations, de lancer des vêtements qui leur sont propres. Il va à démo être dans ce clip avec l'ensemble Sergio Tacchini, il y a la collab avec Virgil Abloh, mais il n'y a pas de pièce PNL. Et du coup,
Bah, ils ont montré sauf après. Ils ont leur truc. Ouais, mais c'est pas ce qui va les rendre. Tu vois, je pense qu'on qu'on a, selon moi, dans l'aspect entrepreneurial, on n'a pas trop cet esprit de véritablement construire des empires, au sens que voilà, il y a très peu de labels qui sont des labels qui ont été fondés par des rappeurs ou des gens du rap ou des maisons d'édition gigantesques où on peut aller encore plus loin. Il n'y a pas profondément de rappeur qui va être dans telle commission à la SACEM, tout ça. Il y a ou qui a créé sa propre société de gestion. Voilà, on est quand même pas mal, je pense, dépendant d'autres espaces. C'est ça qui, je pense, est génial. Je fais un pont jusqu'à Bouscapé. C'est génial qu'il y ait un média sur le rap qui soit pas le média sous une autre entité. En fait, c'est toi qui as créé ton média pour pouvoir raconter ton histoire et être maître de ce que tu racontes. Je pense que dans le rapport que les rappeurs ont aux marques, j'espère que l'étape d'après, ça va être ça, de plus dépendre de qui que ce soit, de créer leurs espaces et de faire grossir leurs marques et pas les marques des autres. Et pour continuer, alors je continue sur ce qu'il dit, parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai grandi avec le Sectora et Kenzie. C'est le patron du Sectora, donc pour recontextualiser, pour les jeunes qui ne connaissent pas, Sectora c'est Doc Gynéco, c'est Stomy, c'est Negmaron, c'est Passy, c'est Arsenic, donc de 98 à 2000, ils ont dominé la musique rap français comme jamais. Même de 96 à 2000, c'est eux qui ont dominé la musique. C'était un mastodonte et tout. Et donc voilà, nous on a grandi avec Kenzie. Donc Kenzie, c'était... Moi, je suis un indépendant, les maisons de disques sont mes partenaires. Je ne vais pas signer en maison de disques, ce sont mes partenaires. Limite, ce sont mes banques. Je prends leur argent et je fais mes produits avec leur argent, etc. Et je suis propriétaire de mes masters, de ma musique. Donc, nous, on a grandi avec ce hustle-là, ce côté être indépendant et tout. Et donc, c'est ce qui fait que nous, on crée Bouscapé parce que pour nous, c'est logique de créer notre propre truc. J'ai pas envie de bosser à Skyrock, j'ai pas envie de bosser à je sais pas dans quel média. Non, j'ai envie de créer mon propre média. Et pareil pour Jul ou PNL. Désolé, on sort beaucoup ces exemples-là, mais il y en a plein dans le rap. Il y en a énormément où il y a Only Pro qui s'occupe de Soprano et tout. En fait, on a grandi avec ce côté, on construit nos sociétés, nos boîtes, et puis les maisons de disques et tous les autres sont nos partenaires. Et pour parler des marques, donc là, en fait, comme on vient de très loin, donc c'est bien quand une marque nous appelle, Nike, Adidas, Puma, Reebok et tout, parce que c'est le début d'un truc. Et puis après, je pense que la prochaine étape, ça va être les rappeurs vont créer leur propre marque. Mais il y en a déjà plein qui l'ont déjà fait. Booba avec Uncut et Disconnected, ou même sa marque d'alcool. T'as Soprano qui a fait aussi une marque. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas énorme comme toutes ces grosses enseignes. Mais il y a, parce que c'est long, c'est plus compliqué, c'est plus complexe et tout. Mais il y a ce côté vraiment être indépendant et faire les choses soi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation? C'est-à-dire que là, ce que tu dis, ok, on y va vers, on va dire, entrer dans le domaine des marques. En gros, c'est ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque le jour où vous êtes complètement entré, être comme tout le monde, c'est-à-dire avec votre style, avec vos codes, mais globalement, banalisation, c'est un parmi d'autres, alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une différenciation vachement forte. Alors je vais répondre après, je pense que le J il va compléter. Moi par exemple quand je vois Rihanna qui fait Fenty Beauty chez LVMH, je trouve ça énorme. Et quand Virgil Abloh, paix à son âme aussi, qu'il est nommé directeur artistique chez LVMH, pour moi ce sont des victoires pour le rap, les cultures urbaines, même si bon ce mot-là, faudrait qu'on légifère sur ce mot-là et tout ça un jour et tout. Mais voilà, vous avez compris. Mais pour nous voilà, c'est énorme en fait, c'est quelque chose de grand. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire bouffer par la grosse machine? Je ne sais pas si c'est l'intérêt de la grosse machine. Au contraire, c'est peut-être pas son intérêt. Au contraire, c'est la grosse machine. Elle a envie de cultiver différents espaces de consommation. Les consommateurs ont besoin de tel produit qui est incarné, d'autant plus à notre époque, par des valeurs d'authenticité. Et Rihanna, elle remplit effectivement extrêmement bien ce segment-là d'authenticité, de s'adresser à une frange de consommatrices qui ne se sentaient pas représentées et qui désormais se sentent représentées. C'est très bien qu'elles se sentent représentées. Et pour la grosse machine, c'est génial parce que du coup, elles vont consommer. Espérons qu'elles restent authentiques en fait. Espérons qu'elles restent authentiques, effectivement. Je pense que c'est le but, comme c'est l'objectif. Parce que comme eux, ils ne savent pas faire, ils se sont dit, on va prendre des spécialistes et au moins, tout le monde est gagnant. C'est win-win. Ok, d'autres questions? Oui, justement, je voulais rebondir sur le fait que vous avez parlé des rappeurs qui deviennent de plus en plus uniques et qui créent leur image à eux, parce qu'il y a quelques jours, on a eu une conférence sur les NFT, sur la métaverse. Et donc, on voulait savoir un peu sur la place des rappeurs, je sais, avec Kanye West, qui veut se lancer sur le marché des NFT. Est-ce que vous pensez que s'ils sont plus présents sur le marché des NFT et dans la métaverse, ça leur aidera à construire leur propre image? Alors, pour moi je trouve que c'est horrible cette histoire de NFT et que les artistes ne devraient pas du tout faire ça.
Je rigole parce qu'on a eu ces discussions off. Il me dit, moi, je déteste ce milieu-là, je vais les démonter, tu vois. Alors que moi, je suis plus dans le côté, mais c'est le futur, en fait. C'est vers là où on va aller. Au début, bon, là, c'est un peu le Far West. C'est comme le début d'Internet, c'est comme le début de Facebook, Instagram et tout. Au début, c'est au début de Twitter, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme tout, ça va s'affiner et dans 5 ans, ce sera équilibré, on sera bien. Mais là, j'avoue, des trucs, t'entends des histoires, le mec, il fait un dessin, ça vaut des millions, trucs, il y en a qui s'endettent. Bref, je trouve qu'il y a un peu d'excès. Mais comment tu vas les démonter? Non, mais je pense qu'il y a une vraie question centrale qui va peut-être être la question que le milieu artistique va se poser. La question, c'est qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce qui compte, c'est de toucher le public, ou est-ce que ce qui compte, c'est de toucher le public qui a de l'argent? Parce que c'est un peu ça la distinction que ça crée. Par exemple, si FIF, par exemple, lance un programme, voilà, les Femmes du Rap saison 3, et en fait, c'est accessible que en NFT. Donc, pour y accéder, il faut payer tant. Moi, par exemple, c'est un sujet qui m'intéresse, mais est-ce que j'ai envie d'enrichir FIF de 80 000 €? Peut-être pas. Du coup, je ne vais pas avoir forcément accès au contenu. FIF, moi, j'espère que quelqu'un va lui donner 80 000 € pour ça. J'ai envie qu'il mange bien, qu'il s'achète des lunettes encore plus belles, tu vois. Du coup, peut-être qu'à un moment, il est confronté au choix. Est-ce que je donne accès parce que par passion, c'est ça que j'ai envie de faire, ou est-ce que je donne accès aux investisseurs qui vont vouloir donner le plus? Ok, on va raccourcir les réponses pour être sûr désolé, non, on est passionnés, on y va. Hein. Non, mais on adore. Tout le monde adore. C'est simplement qu'on a un horaire. Super, moi, je suis là, franchement, moi, je suis là. Tu vas revenir. Avec plaisir. Tu vas revenir. Ok, on a une question de Roman qui dit que Bouscapé s'est pas mal diversifié ces dernières années, et donc on voulait savoir comment vous définissez Bouscapé aujourd'hui. Bouscapé, on a eu tellement de slogans. On a commencé avec toujours à la recherche de l'inédit. Après, on a eu le site numéro 1 du rap français. Après, on a eu médias d'influence urbaine. Enfin, aujourd'hui, comment le définir? Comment tu le définirais, toi, le J? C'est le média. Le mot urbain, moi, il me gêne et tout ça. Enfin, il gêne pas mal de gens. Mais c'est. Moi, j'aime. Parce que c'est ce que c'est ça l'ADN. C'est un site de rap, même si on parle pas que de rap. Il y a du sport, il y a la pop culture. On parle d'énormément de choses. Mais c'est vrai que voilà, l'ADN, c'est un site de rap. Et voilà. Donc, moi, j'aime dire c'est un site de rap. Après. Il y en a d'autres qui diront que Bouscapé, c'est plus un site de rap, c'est un site de gossip et tout. Bon, ça c'est selon les sensibilités. Bon, en tout cas, c'est un média qui indépendant, en tout cas, qui perdure, qui a perduré, qui fait pas partie d'un groupe, qui est indépendant, qui a été monté par trois amis d'enfance et qui aujourd'hui a 18 ans. Ouais. Donc on va vers la 20e année, j'espère qu'on réussira, mais il n'y a pas de raison. Et puis voilà, je pense qu'il a fait beaucoup de bien au rap. Bravo pour ça. D'autres questions? Oui, en fait... Désolée. Oui, on a une question de Charlotte sur Vimeo, c'est que pensez-vous de la drill française et si vous pensez qu'il y a plus d'artistes internationaux qui vont collaborer avec des artistes français, si vous pensez que le rap il va rester dans le niveau national ou il va plutôt s'internationaliser? La drill, j'ai vu là qu'il y avait un projet de Central C, qui est un rappeur anglais qui sort bientôt, qui a un morceau qui s'appelle Eurovision, sur lequel il y a Frisk Orleans, qui est un artiste français, et Morad, qui est un artiste espagnol. Je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'espère que ça va dans ce sens plus de la collaboration européenne. Francophone aussi, on a quand même l'avantage d'avoir une langue qui est beaucoup parlée dans beaucoup de territoires dans le monde. Avant d'aller viser l'international anglophone et américain, il y a beaucoup de territoires proches en Europe, en Afrique, qui, je pense, doivent être atteints et qui peuvent totalement être atteints. Le streaming fait que l'accessibilité est beaucoup plus développée. On est dans des courbes de progression et de nombre d'abonnés et de démographie mondiale qui sont de plus en plus expansifs. Donc la drill, ça a l'air d'être le langage commun que fut la trappe il y a 4-5 ans. C'est positif, bravo à ceux qui font ça. Superbe, okay. On est bien? Oui, pour finir, juste une question à vous deux, c'est si vous pouvez nous dire un moment qui a marqué votre vie. Oh là là, attends, ça on aurait dû poser la question avant, j'aurais bien réfléchi. C'est un truc. Un moment qui a marqué... Ah bah tiens, je sais, je suis un fou.
La naissance de mes enfants. Yes. Ma fille de 11 ans et mon fils de 9 ans. C'est ma plus grande fierté. Mes enfants. Voilà, c'est ça. Bravo. Et toi, Julien? Ouais, non, mais c'est la pression, cette question. Franchement... Vous l'avez vu Kanye West. Non. Il y a des chances. Non, mais toutes les fois où je fais quelque chose, effectivement, dans ce domaine, et qu'après, j'appelle ma mère et elle me dit « Ah, t'as fait ça, c'est super !» Donc, toutes ces fois. Donc, la dernière fois était sans doute hier, quoi. Voilà. Toutes les fois où ça arrive, c'est le meilleur moment. Super. Un grand merci à tous les deux. Et puis c'est déjà fini, je suis dégoûté. Ouais. Ils n'ont pas tous posé des questions. Je vois, il y a Lucas, il y a Angélique, il y a qui n'a pas parlé. Alors, ça finit par Antine, donc je ne sais pas c'est quoi le début, mais. Valentine, je pense. Clémentine. Et voilà, il y a Jade et tout. Bah, je sais pas après. Ok, alors, tu reviendras. Comme ça, avec plaisir. Toi, tu pourras nous raconter la suite de l'histoire et on pourra continuer à te poser des questions. C'est promis. C'est promis. D'accord. Ok, bon. Je reviendrai alors. Voilà. Donc, merci à tous les deux. Attention, c'est pas fini. Il y a un petit morceau qu'on aime beaucoup qui s'appelle le duo mode Canal+, entretien, etc. Jingle. Et voici Fif en duo avec Agathe. Dos à dos avec vous, Fif, et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce qui vous épate dans la vie? Qu'est-ce qui m'épate dans la vie? Je sais, c'est compliqué. Je sais pas, allez, je vais dire les menteurs. Et quelle est votre devise? Ma devise. Bah tiens, c'est une phrase que m'a envoyé ma maman il y a pas longtemps, mais je lui ai dit, mais cette phrase elle est connue, je la sors tous les jours. Soit je gagne, soit j'apprends. Je crois que c'est une phrase de Nelson Mandela. D'accord. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ok. Pouvez-vous nous citer une qualité indispensable chez un collaborateur? La qualité indispensable, faut qu'il soit passionné, comme j'aime dire depuis tout à l'heure, passionné, qu'il soit volontaire, qu'il soit déterminé. Et chez un ami? Qu'il soit, comment dire, j'ai perdu mes mots, mais fidèle, quoi. Fidèle. Okay. Ouais, fidèle. Un artiste avec qui vous rêveriez de travailler? On parle de rap, là, ou un artiste en général? Un artiste en général, pas forcément rap. Avec qui j'aimerais bosser? Français ou américain? Ce que vous voulez. Un artiste, allez, je vais faire le truc facile. Je sais que là, franchement, c'est nul, mais bon. Enfin, non, c'est pas nul, c'est très très bien, mais Jay-Z. Okay. Jay-Z. Que faites-vous quand vous êtes déprimé? Quand je suis déprimé, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais jouer au foot avec mon fils. Ça, parce que ça me sort de tout le truc. Et comme lui, voilà, il a son innocence. Et que voilà, donc avec mon fils de 9 ans, ouais, on va jouer au foot ensemble. Et la musique qui vous rend instantanément heureux? C'est quoi la musique qui me rend instantanément heureux? Oh là là, elles sont dures vos questions. Ouais, je sais. Ou une musique en général, ou un joker si vous voulez. Non, il faut que je trouve un truc. Quelle musique me rend heureux? Ou un style de musique, ou peut-être un album qui vous rend heureux. Oh là là, je sais pas, c'est assez dur. Je vais prendre... Ah, ok. La musique qui me rend heureux, je vais prendre I Can de Nas. D'accord. Ouais, I Can. Et le défaut dont vous aimeriez vous débarrasser? D'être trop beau gosse. C'est vrai, c'est dur. Non, je présente mon défaut, je sais pas, de
des fois, la manière dont je tourne mes phrases. Quand je me regarde en interview, des fois, je me déteste. Je fais oh là Ouais, là, mais c'est dur de se voir en interview aussi. C'est quoi ces tics là de merde là? Donc, ouais, voilà, des fois, les tournures de phrases que j'emploie, des fois, ça m'énerve quand je me regarde. À quoi êtes-vous addict? Je suis addict à quoi, moi? Je suis plus addict au téléphone, ça c'est fini, mais je suis addict à la bonne bouffe. Oh, j'adore manger. J'adore aussi. Ah ouais, bah on ira manger ensemble la gâte alors, un de ces quatre. Très bien. Parce que j'aime trop manger, j'aime découvrir des restaurants, des nouveaux restaurants et tout, j'aime trop manger. 2 convives pour un dîner idéal, qui serait-il? 2 convives. Qui je prendrais? Avec qui j'aimerais manger? Ou un tête-à-tête, si vous voulez un tête-à-tête. Un tête-à-tête, il y a qui me passionne et qui me fascine. Je vais prendre... allez, je sais pas, je vais prendre Jimmy Iovine. D'accord. Voilà. Le cliché sur les rappeurs qui est vrai? Le cliché sur les rappeurs qui est vrai? Qu'ils aiment les meufs. Ouais, c'est vrai. La musique adoucit les mœurs pour ceux qui l'ont fait ou pour ceux qui l'écoutent? Pour ceux qui l'écoutent. Si votre vie était le titre d'une musique, laquelle? Ce serait... Le titre d'une musique, ce serait... Comment ça s'appelle Oh là là, je suis en fou. C'est pas grave si vous l'avez pas. Ah si, je l'ai sur le bout de la langue, c'est Jusqu'au dernier gramme. D'accord. De PNL. J'aime beaucoup ce morceau de la mélancolie et tout. Très mélancolique. Un mot pour vous définir? Passionné et déterminé. Et pour finir, quelle est votre plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre? Allez, comme ça, je vais pas avoir de problème. Ma femme. Merci beaucoup, Fif. Merci à tous les deux. Jingle. Ah. Ouais. Alors, Fif, une conclusion pour aujourd'hui sur ce que tu viens de vivre avec nous, sur ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Franchement, le truc avec Agathe, c'était grave dur. C'était grave compliqué. Non, mais honnêtement, j'ai aimé. Qu'est-ce que tu veux dire autrement? Sinon, déjà, merci. Vraiment, honnêtement, merci pour l'invite. Je vais te dire la vérité, je ne connaissais pas les FAP. Je ne connaissais pas. Après, je me suis renseigné. C'est énorme et je suis super content. Et quand je repense à mes bulletins scolaires et quand je vois être ici pour parler avec vous et les élèves, moi, je suis super honoré. Je trouve ça fou, quoi. Jamais de ma vie, je me serais imaginé ça. Et donc, je suis super content d'être là. Et puis, voilà, les questions étaient pertinentes. Voilà, j'ai bien aimé. Je suis content déjà de conclure cette semaine parce que voilà, tu as reçu plein de gens différents et tout. Et puis là, je te sens heureux d'être avec moi. Absolument. Donc, j'ai l'impression d'être le meilleur intervenant avec le J. Mais tu sais quoi? Tu sais, c'est comme dans un feu d'artifice, c'est notre bouquet final. Ah bah voilà. Non, mais franchement, voilà. Je suis super content et j'espère revenir et pour pouvoir parler de plein de choses. Donc vraiment, merci beaucoup à tous et je suis super content. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. Et bien, je dis donc à très vite. Ouais, à très vite. Franchement, à très vite. On va se revoir. On va se revoir avec plaisir. Merci. Jingle. Quelle semaine!
Hein, c'était juste incroyable. Avant de la conclure cette semaine, je voudrais présenter, mais vous la connaissez déjà peut-être un peu, Agathe. Bonjour Alain. Pourquoi je veux présenter Agathe? Parce que Agathe a fait un travail phénoménal pour la Marketing Week. Elle a le rôle de chef d'édition, et je peux dire qu'elle a le rôle de chef d'édition France, même s'il y avait on avait des chefs d'édition en région, parce qu'elle s'est occupée de énormément de choses sur l'organisation et le marketing de notre semaine. Et Agathe, je voudrais que tu me dises comment tu as vécu cette semaine. Alors déjà, c'est un projet qui a duré longtemps. Enfin, on a été au courant début novembre. Au début, c'était très flou pour nous, pour toute l'équipe. Ça devait être en présentiel. Ça devait être en présentiel. Donc on a tous été un peu déçus, je pense, quand on a appris que ça se passait en distanciel. Ouais. Mais on a rebondi. On a dû un peu changer tous de rôle, prendre des nouvelles missions, s'adapter. Donc c'était vraiment super intéressant. Parfois un peu dur, un peu de stress aussi, je pense, pour tout le monde. Ouais. Mais c'était cette semaine, en tout cas, la semaine de la Marketing Week était incroyable. Beaucoup d'émotions en coulisses, du stress, mais également beaucoup d'euphorie. On était tous contents, on a vécu un peu comme une famille. On se retrouvait tous le matin pour le petit déjeuner. C'était super sympa. On a tous, je représente toute l'équipe de Paris, mais évidemment j'étais accompagnée par plein de personnes. Je vais un peu tous les citer et les remercier pour tout leur travail parce que j'aimerais bien aussi mettre la lumière sur leur travail. Absolument. Donc j'ai été épaulée à l'édition par Nicolas. On a aussi je remercie nos 3 modérateurs, donc Mathilde, Salma et Nicolas également. Absolument. J'ai eu un binôme qui a été très fort avant l'émission aussi, c'est Mathilde Lemaître, qui m'a beaucoup aidée sur les intervenants et le programme. Et sans elle, je pense qu'on n'aurait pas un si beau programme. Donc, je la remercie beaucoup. Je voulais remercier également Rita et Mathilde, donc l'autre Mathilde de Frétas, qui nous ont fait des superbes vidéos de région et qui nous ont fait aussi un super making-of que vous pourrez voir à la fin de l'émission. Ouais. Donc, ça, c'est la surprise finale. C'est la surprise finale. Oui, absolument. Je suis ravie. On a pu avoir une petite preview tout à l'heure. Et puis, il y a aussi Flore et Clémentine qui ont été régisseuses et qui nous ont beaucoup aidés pendant l'émission. Et après aussi Vanessa et Mariama à la com qui ont fait une superbe com. Voilà. Et puis après, il y avait les régions. Il y avait les régions, et les régions, c'était très sympa de les rencontrer, parce que j'ai pu communiquer pas mal avec les chefs d'édition, un peu moins avec les responsables vidéo, donc qui ont fait des superbes vidéos. On a été ravis de découvrir les régions, de les voir à travers les yeux des étudiants. Très sympa, ça. Donc c'était très sympa. Mais en tout cas, j'étais ravie de les rencontrer, ravie de rencontrer les équipes derrière ce projet, de les voir en face et en vrai. Et donc c'était vraiment super. Donc je remercie les régions aussi pour tout le travail fourni. Pour cette Marketing Week. Absolument. Alors, pour compléter, je dois dire qu'effectivement, il y a eu un très, très, très bon esprit et que ce petit déjeuner tous les matins, c'était ce que j'appelais le déjeuner de chantier. Comme vous savez, quand on fait un chantier, on se réunit. Et donc, on faisait nos réunions de chantier tous les matins. Et j'ai découvert, en fait, des étudiants super motivés qui vont au bout des choses, qui essayent d'être le plus pro possible et qui ont aussi, mais moi ça me touche toujours beaucoup, la modestie du grand professionnel. Et donc c'est vraiment le cas de Agathe, qui est une grande professionnelle. J'insiste beaucoup parce que j'ai été bluffé, hein, vraiment. Et je pense que justement, j'espère que tu as un grand avenir professionnel parce que ce que tu as apporté, moi j'ai beaucoup d'expérience dans des boîtes très exigeantes et je dois dire que c'est hyper, hyper précieux. Donc je te souhaite bonne chance. Bien sûr, je te souhaite un immense merci, mais ça tu le sais. Un immense merci à toute l'équipe. On a adoré toutes les contributions des régions et c'était, je l'ai dit, avec beaucoup de sincérité. C'était très, très fort pour nous émotionnellement que vous veniez. Et voilà, un grand merci. Je voulais ajouter un petit mot aussi. Ouais. Donc, je voulais remercier aussi toute la réalisation. Alors, donc, Étienne... Étienne, Louis, Ewen et Arnaud. C'est ça. Un petit plus pour Louis qui nous a trouvé une superbe musique qui nous est tous rentrée dans la tête cette semaine. Absolument. Donc merci Louis. On lui avait demandé et il l'a fait. Merci Louis. Et aussi j'ai une petite surprise pour vous Alain. Je crains le pire. Non, c'est une surprise très gentille, mais on a fait plein de dos à dos et pourquoi pas un avec vous. Ça y est. On va finir sur ça. J'avais dit, je crains le pire.
balado avec vous, Alain, et des réponses du tac au tac. Quel sportif auriez-vous aimé être ? Zidane. Quelle appli auriez-vous aimé inventer ? Shazam. Votre devise ? Les choses appartiennent à ceux qui les rendent meilleures. Et j'en ai une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est pour atteindre l'aube, il faut passer par le chemin de la nuit. D'accord, très belle devise, je ne les connaissais pas. Ouais. Quel est le défaut dont vous aimeriez vous débarrasser ? L'impatience. Un plaisir coupable ? Les pâtisseries. Qu'est-ce qui vous épate dans la vie ? Comment dirais-je ? Le courage des innocents, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas, quand on a beaucoup de courage et qu'on n'a pas nécessairement conscience de la difficulté, quoi. Ça m'épate. Et aimez-vous qu'on vous tienne tête ? Oui. Oui. Le moment le plus joyeux de votre vie ? J'ai 3 moments, j'ai 2 filles, donc la naissance de mes 2 filles. D'accord. Et puis j'ai un moment peut-être un peu plus romanesque, c'est quand j'ai pris la main de la fille que j'aimais et je ne savais pas si ça allait marcher. Donc ça, je m'en souviens encore parfaitement. C'est un beau moment. À quoi reconnaissez-vous un ami ? À sa complicité et à sa discrétion. De belles qualités. En quoi êtes-vous le moins bon, le moins performant ? Face à des personnes de mauvaise foi. Ah oui, bah moi aussi. Une qualité essentielle chez un étudiant de CMS. La passion. Votre meilleur moment de la Marketing Week ? Les petits déjeuners tous ensemble le matin. J'ai beaucoup apprécié aussi. Et pour finir, le cliché sur les étudiants CMS qui est vrai. Manque de confiance. Ah, pas mal. Je m'y attendais pas à je sais celui-là. pas si c'est bien. Mais en tout cas, merci Alain, c'était avec une super plaisir. belle interview. Merci beaucoup. Voilà, merci pour la surprise quand même. Avec plaisir. Et voilà, et j'avais confiance en Agathe, c'est ça qui est affreux. Ok, voilà, c'est la fin et c'est toujours un moment d'émotion et en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup. Et je voudrais déjà dire qu'on vient de vivre une fête de famille. Je dis toujours la Marketing Week, c'est la fête du marketing, mais on a vu que c'était une fête de famille et tout le monde y a participé. Les régions, je voudrais remercier les coordinateurs des régions, que ce soit Antonella, que ce soit Fabienne, que ce soit Simon, qui sont venus avec leur chef, un représentant, on va dire, des étudiants. Et ça, c'est important parce qu'on a vu que l'on partageait beaucoup de choses en commun. On a une même bannière qui s'appelle CMS. On a les mêmes sensibilités, on parle des mêmes choses. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Je dirais que c'est aussi la fête de la diversité. La fête de la diversité, vous l'avez vu sur tout le programme. On est passé de la technologie à l'écologie, au NFT, alors je sais pas, je dois oublier beaucoup de choses. Vous l'avez vécu, on a terminé par le rap. Et ça, c'est la diversité de CMS et c'est la diversité de la Marketing Week. Et je l'espère avec des regards que vous avez perçus comme différents. C'est important et c'est la raison d'être, la première raison d'être de la Marketing Week lorsque je l'ai créée. C'était de dire, on a tous les classiques en cours et maintenant, on va s'intéresser aux expériences différentes et aux regards différents. Et j'espère que ça enrichit toute votre réflexion, toute votre créativité et comme je le disais le premier jour, que ça enrichit aussi peut-être vos orientations professionnelles, pourquoi pas. Un autre élément, donc j'ai parlé de l'équipe. Globalement, en plus de ce que l'on vient de dire avec Agathe, je remercie les étudiants, je remercie l'équipe de réalisation, peut-être on ne l'a pas assez dit, l'équipe de réalisation fait un travail extraordinaire. Et voilà, ils ont des challenges, comme nous, on en a dans l'organisation et dans le marketing. Et tous les challenges sont toujours surmontés. Et
comme pour tout le monde, avec une forme de sérénité et une forme de je fais mon job, quoi, sans dire ouais, je suis le meilleur du monde. Et pourtant, je pense qu'on fait des grandes prouesses. Voilà, et le thème était le partage. On a partagé le marketing, on a partagé entre nous, puisque c'est une grande opération collective. On a partagé, et peut-être vous avez même accru ce partage, parce que tous les intervenants qui viennent, c'est un réseau pour vous. C'est-à-dire que j'ai une sorte de deal implicite avec eux. Vous pouvez leur écrire, ils vont vous répondre. Si vous ne répondez pas, vous me le dites. Ils vont vous répondre. Ils ne vont pas vous donner un job. N'écrivez pas en disant « je veux un job demain ». En revanche, ils vont vous aider, ils vont vous conseiller. Et c'est important parce que c'est comme ça que l'on construit un réseau. C'est avec toutes les rencontres, avec toutes les expériences. Et j'espère que cette Marketing Week va vous aider à créer un réseau. Mais il faut que vous l'alimentiez aussi, il faut que vous le stimuliez aussi. Et je vous invite à être beaucoup plus actif, et on l'a dit pendant cette semaine, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est votre, comment dirais-je, tremplin professionnel. Il faudrait, idéalement, que chacun d'entre vous, vous ayez dans les 2 jours ou 3 jours qui viennent, un post sur LinkedIn qui parle de la Marketing Week à votre façon. C'est une sorte de bénédiction, c'est-à-dire que là, vous avez le sujet. Okay, et parlez-en comme vous voulez. On a plein d'images si vous en voulez en plus. Voilà, c'est ça le réseau. Il se travaille et là, vous avez quelque chose qui vous donne le réseau. Vous avez vos intervenants, vous avez vous qui êtes un immense réseau parce que vous allez avoir des responsabilités et vous allez pouvoir dire « Ah tiens, j'ai tel problème, mais je sais que mon pote, il est à tel endroit et il peut le régler. » C'est ça votre réseau. Votre réseau professionnel, à mon avis, il commence aujourd'hui et de belle manière. Hein, il commence aujourd'hui, il était déjà là avec tous les autres étudiants, mais maintenant il est France. Avant, vous étiez votre classe, parfois un peu plus. Maintenant, il est France. Il y a bien sûr tous les intervenants. Et il y a 2 qui sont vos profs, mais il y a aussi tous les intervenants de la Marketing Week. Et ça, c'est super, super important. Voilà, donc un grand merci pour tout ça et puis pour le partage. Je voulais vous dire cette phrase que l'on connaît tous, mais que j'aime bien répéter. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et j'espère que grâce à cette Marketing Week, on va aller plus loin. Je voudrais vous dire une petite chose, c'est qu'on a décidé à Paris, mais c'est pour toute la France, de faire des masterclass parce qu'on a des intervenants, on avait plus d'intervenants que prévu, et puis il y en a, vous avez vu, qu'il y a FIF qui va revenir, etc. Et donc c'est pour toute la France, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions d'intervenants, et on va organiser ça. Je ne sais pas comment ça s'appellera, mais en gros, ça voudra dire que ce sont les masterclass de CMS. Un grand merci, beaucoup d'émotions. À bientôt. J'ai peur d'avoir les larmes aux yeux. Merci encore pour cette semaine, c'était incroyable. Merci à vous. On a une petite surprise, donc tout le monde va rentrer. Vous remercier. Alors maintenant, on va faire rentrer tout le monde. Parce qu'il y a du monde derrière et tous les gens que Agathe a cités. Vous avez produit une super semaine, donc voilà. Je vous en prie, rentrez tous. Et on a un petit cadeau pour vous aussi. Non, c'est vrai ? Si, on a un petit cadeau. Rentrez tous. Petit truc. Vous mettez pas, c'est un plan large. Hein ? C'est un plan large, donc éparpillez-vous. Éparpillez-vous, et puis quelques personnes de la réalisation. Ou pas, non ? Ou si la réalisation veut venir, mais en tout cas, s'ils veulent venir après. Et donc voilà, on vous a fait un petit cadeau pour vous remercier encore d'avoir organisé cette Marketing Week. Un superbe événement avec plein de conférences différentes. Vraiment, c'était incroyable. Donc on vous remercie tous. Et puis au nom de toute l'équipe, je parle parce que je suis la seule à avoir le micro. Mais en tout cas, c'est une bonne raison. Beaucoup. Merci. Et je pense au nom de tous les étudiants qui ont beaucoup apprécié. On a eu des retours très positifs. Après, j'espère qu'ils vous feront leur retour. Mais en tout cas, tout le monde a beaucoup apprécié. Donc on est ravis d'avoir pu construire cet événement pour tout le monde et tous les CMS France. Merci à tous. Et donc voilà. Moi, mon cadeau, c'est mes larmes aux yeux. Ah, waouh. Merci beaucoup, j'ai vraiment les larmes aux yeux là. Je peux plus parler. C'est pas grave. Et donc on va vous présenter notre making of. Ouais, voilà. Et ça sera la fin d'émission et la fin de cette belle semaine. On dit au revoir à tout le monde. Et au revoir. Merci. Vous l'attendiez depuis 1 an. Il est de retour. Le making of de la Marketing Week. Alors, cette édition 2022, c'était comment ? En un mot, incroyable.
retour en images sur l'événement. Les étudiants. La Marketing Week a commencé. Même Alain s'y met. Allez, on range les téléphones, ça tourne. Et c'est parti pour le making of. Cette semaine a été marquée par nos invités, beaucoup d'interventions passionnantes et encore des invités. Ah tiens, salut Cam. On a également eu quelques débriefs, beaucoup de débriefs, énormément de débriefs pour s'améliorer et proposer un contenu toujours plus qualitatif. Et surprise, une belle histoire d'amour est née en coulisses. Bon, on les laisse tranquilles. La Marketing Week, c'est aussi des échanges, de multiples échanges, et surtout du partage. Ça tombe bien, c'était le thème. On a vu de nombreux sourires, de la bonne humeur, quelques pas de danse, en bref, on s'est bien amusé. Mais on a aussi vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir, comme les chaussettes de Nicolas. On vous rassure, malgré cet emploi du temps bien chargé, l'équipe a été bien nourrie. N'est-ce pas, Alain? Allez, bonne app. Et chin! Si cet événement a eu lieu, c'est grâce à des étudiants investis. Très investis, ils peuvent en témoigner. Je crois qu'il est l'heure d'aller se reposer. Bon allez, on reprend quelques forces et on se retrouve l'année prochaine. J'allais presque oublier le mot de la fin d'Alain. La Marketing Week, it's only rock and roll. On se la refait? La Marketing Week, it's only rock and roll. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion, love